Associate Director in Senegal Chris Yoga Apple Something expert to the Sierra environmental Agbonello. Bonjour chers amis sur la plateforme. Nous sommes aujourd'hui en train d'organiser la deuxième partie d'une série de webinaires sur les métiers du droit, le premier ayant eu lieu le 21 mai de l'année passée. Là, c'est la deuxième partie qui va parler aujourd'hui des autres métiers du droit. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à notre modérateur, Monsieur André Kani Afanou. Merci Eric. Bonjour tous les amis. C'est plutôt un plaisir pour moi de modérer cette activité qui permettra, je l'espère en tout cas à ceux qui vont nous suivre, d'avoir une idée précise des métiers liés au droit, et pour ceux qui sont déjà engagés dans des études de droit, avoir la confirmation que effectivement les orientations qu'ils ont prises sont les bonnes, et ceux qui ne sont pas encore engagés, qu'ils puissent se dire oui, effectivement, si je m'engage dans des études en droit, voici les opportunités qui peuvent être liées à mes études et voici ce que je peux clairement en tirer. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous avons donc cet après-midi essentiellement 4 personnes qui vont faire des interventions. Nous avons dans le cadre du panel Sylvestre Gossou, ensuite Fabrice Hébet, Olga Akakovi et puis Joël Agbemelo. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez, dans un premier temps, vous présenter. Que nous puissions savoir, au-delà des noms, qui vous êtes, quel est votre parcours à ce jour. Et même chose, Sylvestre, Fabrice et puis Olga. Il ne s'agit pas encore de faire vos présentations. C'est dans un premier temps de vous présenter au lieu que ce soit André qui vous présente. Donc, Sylvestre, est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à les amis de ma belle promo. Je tenais à vous remercier de m'avoir convié à ce webinaire très intéressant. Je tenais également à féliciter les participants qui sont déjà en ligne pour que nous puissions partager nos différentes expériences. Je suis Sylvestre Gossou, je suis avocat au barreau de Paris, spécialisé dans les problématiques bancaires, financières et assurantielles. J'ai eu l'occasion de travailler pendant longtemps dans le secteur bancaire, assurantiel et financier. Et puis, en tant qu'avocat, mes activités consistent à accompagner et assister et à conseiller des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés financières. J'ai eu l'occasion depuis 2005 de développer une activité éditoriale abondante. J'écris beaucoup dans mon domaine d'expertise. J'ai écrit 3 livres et plus de 200 articles sur le secteur des entités financières réglementées. Et donc, associé off-console d'un cabinet qui s'appelle Bello Malin et Associés dans le 14e arrondissement de Paris. Et puis, je suis fondateur d'un cabinet de conseil en stratégie, en gouvernance, compliance, qui s'appelle Convergence Partners, qui est implanté à Lomé. Ce cabinet souhaite apprendre le métier à des étudiants que je contribue à former et aussi développer une expertise locale, parce que le vrai leadership, c'est ce qui se partage et il est important, capital et crucial de pouvoir assurer la relève. Et la relève s'assure quand on arrive à associer les plus jeunes qui sont nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, pour qu'ils puissent reprendre le flambeau et qu'ils soient bien formés. Je vous remercie. Je donne la parole à Fabrice pour qu'il se présente. Merci, cher modérateur. Merci, Madame la Présidente et l'ensemble des membres de ma belle promo et tous ceux qui sont connectés en ce moment sur ce webinaire. Je pense que c'est une réelle opportunité qu'il faut saisir. Je suis Dr Rémi Fabrice, je suis spécialiste du droit international et en particulier les instruments internationaux relatifs à la lutte contre la corruption. Donc, je suis un expert spécialisé sur les questions de lutte contre la corruption. Je suis le
représentant Afrique de l'Ouest de Transparency International et puis président d'une ONG togolaise qu'on appelle Ensemble. À part cela, je suis un expert. Je travaille pour le gouvernement. J'appuie les États à élaborer les stratégies nationales de lutte contre la corruption, comme au Togo, au Gabon et dans d'autres pays. Je travaille ensuite comme un expert pour plusieurs organisations internationales, comme Global Organized Crime, qui est une organisation basée à Genève, donc je suis l'expert sur les crimes organisés. Je travaille avec BDM Institute, qui est basé à l'université de Gothenburg, en Suède, où j'interviens dans les questions liées à la gouvernance, à l'évaluation des politiques publiques. Je suis le représentant de IBP, c'est-à-dire International Budget Partnership. Dans les questions de transparence budgétaire, nous évaluons les pays. Donc, je suis expert, nous évaluons 120 pays et je suis un expert clé dans cette évaluation. Et je travaille aussi en tant que consultant privé dans beaucoup de secteurs. Donc, je pense que c'est une opportunité qu'on puisse échanger et qu'on puisse mettre à la disposition de nos frères et sœurs qui sont connectés, partager avec vous nos expériences et vous dire que vraiment vous êtes dans une bonne carrière. Le droit, ça ouvre beaucoup d'opportunités, nous allons en parler et je vous remercie pour cette opportunité d'être panéliste. Merci. Je donne la parole à Madame Olga et on va commencer. Je précise que cette présentation que vous êtes en train de faire aurait dû être dans le temps à vous donner pour vos interventions. Donc, quand vous aurez à intervenir, on va peut-être réduire à 7 minutes. Mais bon, ça, c'est à revenir. Donc, Madame Olga, c'est à vous, s'il vous plaît. Qui êtes-vous, Madame Olga Akakovi? Oui, bonjour. Moi, je suis Olga Ayoko Akakovi. Je suis membre de ma belle promo. La présidente va nous présenter tout à l'heure. Donc, moi, je suis juriste fiscaliste. Je suis plus focalisée sur la matière fiscale. Je suis associée directeur au sein du cabinet Ernst & Young au Sénégal, un cabinet que j'ai rejoint il y a de cela 23 ans en tant que stagiaire. Donc, j'ai gravi tous les échelons, je pense. Et voilà, je suis à ce niveau. En tant que, tout à l'heure, mes prédécesseurs ont parlé de l'expertise. Je suis dans le schéma de l'expertise que je n'ai pas mentionné, que j'ai commencé il y a de cela 7 ans. Et à la fin de cette année, passé un processus assez particulier au Sénégal, c'est-à-dire qu'on a l'Ordre national des experts, l'Ordre national des experts du Sénégal, qui contient 8 sections, dont la section maritime, section commerciale, section fiscale. Donc, moi, je suis au niveau, dans le processus de la section fiscale, où on prépare une pratique professionnelle d'abord, d'un certain nombre d'années, suivi d'un stage. Et après le stage, on soutient un mémoire. Et après le mémoire, il faut prêter serment devant la cour d'appel de Dakar. Et après cela, on devient un auxiliaire de justice. Donc, je suis dans la phase de rédaction de mon mémoire. Voilà. Donc, d'ici la fin de l'année, je pense que je vais être sur le tableau de l'ordre. Mais mon nom figure sur le tableau de l'ordre des experts du Sénégal en tant qu'expert fiscal stagiaire. Voilà. Pour le moment. Merci beaucoup. Nous vous disons merci, Madame, pour cette présentation qui nous permet de vous connaître en même temps que nous avons pu connaître M. Sylvestre et M. Fabrice. Joël est-il déjà avec nous? S'il n'est pas là, comme les uns les autres l'ont dit, cette activité est essentiellement organisée par l'association. Je suis là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Alors, Joël Agbemelo, qui êtes-vous? Merci à monsieur le modérateur. Merci les différents panélistes. Et puis, bonjour, chers participants. Et merci d'être présents à ce webinaire. Donc, je m'appelle Joël Agbemelo. Je suis fondateur et directeur général d'un bureau d'études en environnement, JAD Consulting. Et je suis un consultant international.
Donc, j'ai eu à intervenir sur plusieurs grands projets sur le plan national et sur le plan international. Donc, comme vous le savez tous, comme les autres, on a un background en droit des affaires. Et sur le plan professionnel, j'ai un bureau au Burkina Faso et puis j'interviens dans un certain nombre de pays en Afrique et en Amérique du Nord. En Afrique, mais bon, on peut citer le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la RDC, pour ne citer que ceux-là. En Amérique du Nord, je travaille au Canada et je travaille également en République haïtienne ou en République de l'Haïti. Donc, voilà pour le moment ce que je pourrais dire pour ma présentation. Mais dans les échanges ou dans les discussions, nous reviendrons un peu plus en détail sur nos expériences et sur notre cursus. Merci à monsieur le modérateur. Merci à vous. La rencontre d'aujourd'hui est la suite d'une série qui a déjà été entamée, mais elle est surtout organisée par une association qui s'appelle Mabel Promo. Nous avons la chance d'avoir donc la présidente de l'association avec nous, Madame Fabienne Ataï-Senaya. Bonjour. Bonjour, cher modérateur. Bonjour. Vous avez 5 minutes pour nous dire déjà qui vous êtes vous-même. Est-ce que vous aussi vous êtes juriste? Et à part ça, l'association Mabel Promo, quelle est cette association-là et dans quelle perspective elle se situe ses activités et pourquoi effectivement avoir jugé utile de faire une activité intitulée webinaire sur les métiers du droit? C'est à vous, madame. Alors, une fois encore, merci, cher modérateur. Bonsoir, chers intervenants, chers collègues et amis de Mabel Promo. Chers jeunes frères et sœurs, bonsoir à vous. À tous, au nom du bureau de Mabel Promo, je souhaite la bienvenue. C'est un réel plaisir et honneur pour nous de vous retrouver encore cet après-midi dans ce webinaire qui n'est que la suite de celui qu'on avait fait, comme le modérateur l'a dit tout à l'heure. Et alors, vous allez peut-être vous demander, pour ceux qui ne connaissent pas cette association, Mabel Promo, c'est quoi exactement? Alors, Mabel Promo, c'est une association de juristes légalement reconnue sur le plan national, donc enregistrée au niveau du ministère. Nous sommes une association de juristes, mais la particularité, c'est que la Mabel Promo ne regroupe que les juristes qui ont fait la faculté de droit de Lomé pendant une période bien précise. Et cette période, ça couvre les promotions 1994 à 2000. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il y a quand même beaucoup d'affinités entre nous parce qu'on s'est fréquentés, on a vécu pas mal de choses ensemble, on a vécu beaucoup de joie, beaucoup de peine. C'est une grande famille alors. Et donc, notre objectif principal, c'est la promotion de la solidarité, d'abord au sein de Mabel Promo, donc entre membres de cette association, mais aussi vis-à-vis de notre communauté. Et la grande cible de cette communauté, c'est donc vous, nos jeunes frères et sœurs, qui aujourd'hui faites cette faculté que nous avons faite aussi il y a quelques années, et bien, enfin, les autres étudiants aussi de la faculté de droit de Lomé et autres dans le monde entier. Et nous faisons tout pour partager avec vous nos expériences, parce qu'on se dit, peut-être si, il y a quelques années, je pense que si nous avions également eu des grands frères et des grandes sœurs qui ont partagé leur expérience avec nous, peut-être que nos parcours auraient changé aujourd'hui. Peut-être en mieux, peut-être en moins, je ne sais pas, mais nous, on s'est quand même fixé comme objectif principal d'impacter notre communauté, mais principalement cette jeunesse qui est constituée de nos jeunes frères aujourd'hui, qui sont en train de vivre les mêmes expériences que nous avons vécues aussi il y a quelques années, des expériences qui sont parsemées d'embûches, mais avec beaucoup de force et de persévérance et de détermination. Je crois qu'aujourd'hui, je suis fière de ce que nous sommes devenus.
Soit dit en passant, moi, je suis juriste également. Je n'ai pas fait carrière, mais je suis juriste. Et aujourd'hui, je suis responsable juridique dans une société de la place, c'est la société Navitrans Africa Togo. Je pense quand même que j'ai dit l'essentiel. S'il y a des questions au cours des échanges pour vous permettre de mieux connaître cette association, je suis disposée à vous les fournir. Et nous avons aussi notre page Facebook que vous pouvez aller consulter pour voir un peu les activités que nous menons, que nous avons déjà menées. En dehors du partage d'expériences, nous faisons aussi quand même des activités en faveur des communautés défavorisées, parce que nous nous sommes dit que s'il faut impacter cette communauté, il faut également apporter un peu de bonheur là où il y a de la tristesse. Et voilà. Merci, cher modérateur, et je vous retourne la parole. Et que ce webinaire, mon souhait, c'est qu'il soit fructueux, que ces échanges soient vraiment fructueux, encore plus que le premier webinaire, afin que nos jeunes frères et sœurs puissent vraiment bénéficier de cette activité et qu'ils aient beaucoup d'engouement pour participer au prochain que nous allons faire, parce que nous allons vraiment en faire une série et qu'ils puissent en parler autour d'eux pour que la prochaine fois, il y ait encore plus de participants. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Présidente. Je pense que c'est suffisamment clair. Vous avez eu le mérite de nous présenter un peu le contexte dans lequel l'association est créée. Une fois qu'on a dit ça, nous avons pour objectif essentiel, effectivement, de parler des métiers du droit. Et je vais donner la parole, sans trop discourir, à M. Sylvestre Gossou, à qui je donne 7 minutes, un peu plus, s'il veut, pour nous parler un peu de qu'est-ce qui l'a motivé à faire des études en droit, qu'est-ce qu'il a pu, à ce jour, réaliser avec les études en droit, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, M. Sylvestre, et quels sont les outils que vous avez pu avoir utilisés pour que cette difficulté-là se transforme plutôt en opportunité gagnante, et qu'est-ce que concrètement, à ce jour, votre travail vous a permis d'avoir comme impact autour de vous, dans votre famille, dans votre communauté, dans les pays où vous intervenez à ce jour, de sorte que lorsque quelqu'un nous écoute actuellement, que la personne puisse dire « Je suis en train de faire le droit, mais particulièrement, je veux avoir le parcours de M. Sylvestre. » Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, cher ami Sylvestre? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci encore la belle promo de cette belle invitation. Cher André, chers amis connectés, je vous félicite de vous être connectés pour ce webinaire. Le droit mène à tout. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs et aux étudiants que je contribue à former parce que je les aime beaucoup et ils le savent. Et pourquoi le droit mène à tout? Tout le monde fait du droit. Tout le monde fait du droit tous les jours, mais tout le monde n'est pas juriste. Ce matin, je me suis réveillé, je suis allé dans la boulangerie de mon quartier, j'ai acheté 2 baguettes de pain, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai conclu un contrat de vente, j'ai acheté du pain, j'ai donné 200 francs et puis j'ai pris 2 baguettes, je suis parti. C'était un contrat de vente. La vente est parfaite dès lors qu'on est d'accord sur la chose et sur le prix. Beaucoup de personnes ont des rapports de droit et ça, c'est au quotidien. Mais tout le monde n'est pas juriste. Et donc, quand on est juriste, à plus forte raison, et qu'on est nommé DG, PDG, président d'une institution, et on a un avantage concurrentiel, on a un potentiel énorme qui va incontestablement contribuer à une meilleure gouvernance parce qu'on a les outils. Et ça, c'est capital. Et donc, le droit mène à tout, mais tout le monde n'est pas juriste. Des juristes finissent DRH, aujourd'hui directeur du capital humain. Des juristes finissent, quand je dis, ce n'est pas dans un sens péjoratif. DG, par exemple, Jean-Marie Tessi, qui dirige une compagnie d'assurance au Togo, est un juriste à la base, mais des institutions lui ont fait confiance en le nommant DG. Donc, sur les finances, sur l'économie, sur la stratégie, la rentabilité, la dimension commerciale, toute la dimension de l'exploitation économique de l'institution, de la compagnie d'assurance, il en est responsable. Et il a été juriste à l'origine. Quand vous prenez Kaï Mivedor, Rose Kaï Mivedor, qui est la ministre des Investissements au Togo, elle a été pendant longtemps dans le secteur bancaire. Elle a été DG, elle a été DGA.
elle est ministre des Investissements, mais elle a une formation juridique à la base. Il y a d'autres exemples. Souvent, quand je les vois, je leur dis, mais vous êtes un instrument scientifique pour moi, parce que je suis fier. Parce qu'au départ, nous, juristes, on était condamnés à une fonction support, parce que le droit, c'est une fonction support. Si vous êtes juriste dans une industrie, dans une société qui produit du charbon, vous n'êtes pas sur le cœur de métier. Vous avez une fonction qui vient en appui du cœur de métier, qui est l'industrie du charbon. Donc, pendant longtemps, on a été, nous, juristes, condamnés à exercer une fonction support. Le top qu'on nous réserve, c'est de devenir directeur des affaires juridiques. Et ça, c'est le plafond de verre. Votre carrière s'arrête là. Vous ne serez pas DG, vous ne serez pas président, etc. Vous ne serez pas PDG. Mais aujourd'hui, les choses ont énormément évolué et il est crucial, il est capital que la jeunesse puisse anticiper ces évolutions et puisse prendre sa responsabilité. Prendre sa responsabilité, c'est de se dire, je suis responsable à 100% de ma réussite, de mon succès, de ma carrière. Et ce que je dis souvent aux jeunes, c'est ne soyez pas un instrument ballotté au gré du vent. Si le vent vous amène à gauche, vous allez à gauche. Le vent vous amène à droite, vous partez à droite, au nord et vous partez au sud. Soyez acteur, soyez moteur et soyez très actif et préparez tout pour votre réussite. Aujourd'hui, les choses évoluent. Et qu'est-ce qu'un jeune se doit de faire? C'est de faire une veille stratégique et anticipative. Je suis désolé, la stratégie, ce n'est pas que les experts en stratégie. Même le leadership, ce n'est pas de diriger 10 milliards de personnes. C'est déjà de diriger sa propre vie. C'est ça le leadership. Vous êtes capable de réfléchir, de planifier, de travailler, d'être dans l'action stratégique et anticipative. En 2019, je venais de finir ce qu'on appelle un master donc à l'université de Poitiers. Et puis après, comme un jeune à l'époque, j'étais perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais suivi une petite formation, un DU, un diplôme d'université, qui me permettait de faire un stage de longue durée en entreprise. Et quand le stage était terminé, l'entreprise ne m'avait pas recruté parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient en restructuration. Bon, voilà, je me suis retrouvé à l'université à nouveau. Et puis, je me suis dit, je vais faire peut-être une thèse de doctorat, mais je ne voulais pas faire une thèse totalement universitaire parce que moi, je voulais faire une carrière dans la pratique, être avocat ou être juriste de banque. Donc, j'étais allé voir mon maître de stage pour lui dire, voilà, je suis en train de chercher un sujet intéressant qui puisse favoriser mon insertion professionnelle. Donc, il m'avait donné 3 sujets. Notamment, il y avait un sujet sur la banque assurance qui était à l'époque mal formulé, mais pendant 2 semaines, j'allais de temps en temps à la bibliothèque et j'avais vu qu'il n'y avait pas d'études approfondies sur le sujet et que le sujet formulé comme ça était plutôt un sujet un peu marketing, un peu économie, un peu exploitation bancaire, assurantielle, un peu finance. Et quand j'avais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses là-dessus et qu'il fallait faire de la veille stratégique et anticipative, avoir un avantage concurrentiel différenciant pour pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi, je suis retourné voir mon maître de stage, je lui ai dit, Monsieur Lagarde, c'est ce que moi je vais faire. Et à l'époque, j'étais très naïf, mais je me suis dit, je serai le champion de cette matière. Je serai le champion en France et en Afrique. Je serai le numéro 1. Et j'ai travaillé. Le moral en dents de scie, la galère. Parfois, vous n'êtes pas inspiré. Pendant 2 semaines, ça n'a pas bougé. Vous n'avez réussi qu'à écrire quelques paragraphes mal rédigés. Et votre directeur de thèse, j'avais une directrice qui était très aimable d'ailleurs, qui trace dans vos pages, vous recommencez, faites petit recommencement. Et c'était complètement difficile. Mais à la fin de la course, je me suis rendu compte que cette étude, qui a été publiée d'ailleurs parce que ça aussi, c'était son intérêt, et répondait à un besoin, à un vrai besoin. Et comme ça répondait à un vrai besoin, ça favorisait mon insertion professionnelle. Alors, ça n'a pas été assez facile comme ça, mais c'était un avantage que j'avais puisque dès que je parlais de ce que j'avais fait, les gens étaient intéressés, les gens me faisaient parler. Je recevais des invitations de banquiers ou d'assureurs ou de DG qui me disaient « c'était juste pour faire votre connaissance ». Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais devenu extrêmement jaloux de mon sujet. Et que dès qu'une loi sortait, je m'empressais de rédiger des articles et d'être présent même. J'avais plein d'interviews dans la presse financière et ça m'a permis de pouvoir m'insérer. Mais il a fallu que 5 ou 6 ou 7 ans avant que je puisse anticiper cette évolution. Et aujourd'hui, je garde toujours un œil sur cette matière. Récemment, ça c'était la semaine
passé au Burkina Faso. J'ai animé un séminaire sur le sujet et les gens venaient me demander, on pensait que vous étiez avocat, vous parlez de marketing. Il y a même, je pense, un Burkinabé qui était là, je pense que sa mère est togolaise, il m'a dit, pardonnez-moi, au Center, et j'ai demandé à une collaboratrice qu'est-ce que ça veut dire, et etc., etc. Donc, sur des questions de stratégie. Ce que je voudrais relever, c'est qu'un juriste se doit d'être ouvert. Il a besoin d'avoir une certaine ouverture d'esprit parce que c'est parce qu'il a une grande culture qu'il arrive à être mieux au service de ses clients. Parce que quand vous prenez un DG, le DG, il n'a pas forcément besoin de développement kilométrique. Donc, votre science du droit, vous êtes capable de lui expliquer quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte, etc., etc. Et il y a aussi autre chose, d'autres expertises que j'ai eu l'occasion de développer, c'est notamment la fonction compliance. Je vous invite très chaleureusement à la noter, la fonction conformité, donc qui a été inventée il y a une vingtaine d'années par une directive européenne et qui a été transfusée dans l'ordonnancement juridique en France, dans l'espace économique européen et ensuite envoyée chez nous. Aujourd'hui, la loi bancaire de l'UMOA oblige toutes les banques et la réglementation assurantielle et les sociétés financières, notamment la EJ, à créer une fonction conformité. Et ce que je dis à mes étudiants, positionnez-vous. Quand vous avez un employeur reçoit 50 CV où on demande juriste, et que vous vous envoyez compliance officer ou responsable conformité ou agent conformité, tout de suite, vous retenez son attention parce que la loi oblige les banques, les institutions financières à créer des fonctions conformité aujourd'hui et des directions conformité qui doivent être étoffées. On a besoin de capital humain. Et donc, c'est les étudiants qui, plusieurs années avant, se positionnent, réfléchissent. Il y a toutes les questions touchant à la gouvernance. En plus de la conformité, il y a une partie qui est purement juridique. Conformité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en fait, quand on dit que deux choses sont conformes, donc une bouteille d'eau qui est conforme à une autre bouteille d'eau. Donc, les comportements de l'entreprise sur toute la chaîne de production qui vont être conformes à ce que la loi requiert, à ce que les règles de finance requièrent, les règles d'expertise comptable, etc., etc. Donc, to be compliant with. Et on doit pouvoir anticiper et vous allez faire de la conformité réglementaire. Il y a toutes les questions de gouvernance qui prennent un essor, mais totalement inespéré, inimaginable, quelques années avant. Les codes éthiques qu'on rédige dans les entreprises et tout ce qui touche aux questions problématiques de lutte anti-blanchiment, lutte anti-corruption, qui recoupe également les problématiques de compliance. Il y a un expert planétaire ici, Fabrice Ebé, qui est un expert que moi, je suis son fan, donc qui est sur ce webinaire, qui aura l'occasion de vous en parler. Donc, moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, vous avez toutes ces matières-là. Le juriste, en fait, il fait de la veille stratégique et anticipative. Vous regardez les lois sont pleines d'enseignements. Quand je vois, par exemple, la tendance réglementaire, tout ce qui se débat dans les milieux politiques, dans les milieux stratégiques, je peux anticiper dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qui sera à l'actualité, qu'est-ce qui sera à la mode sur le plan des métiers, sur le plan des fonctions. Et donc, quand dans 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, je serai l'homme de la situation, les autres vont me demander, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez compris? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas vu? Mais c'est parce que vous avez travaillé à votre réussite. Autre chose, c'est par exemple tout ce qui touche à la formation. Le leadership de la formation, le leadership de la connaissance a un potentiel énorme chez nous parce que l'Afrique ne peut pas se développer sans un renforcement des compétences. Depuis un moment, j'étais en Tunisie au mois de février au club des dirigeants de banque où j'ai d'ailleurs délivré une communication sur la fonction compliance. Il a été démontré on ne parle même plus de renforcement de capacité, on parle de renforcement de compétences. Et donc, quand vous avez plusieurs casquettes, vous avez appris, est-ce que j'ai encore du temps, beaucoup de choses, il faut déployer ce leadership de la connaissance, ce leadership de la formation. Alors, moi, j'ai été influencé par un patron, Olga, ça va te faire plaisir, mais je suis aussi un pur produit NC et ayant été avocat à NC Société d'avocats à Paris La Défense.
Et j'avais un patron, moi j'étais son collaborateur, qui me disait que Ernst & Young, c'était la plus belle école de formation en France. Et donc, quand il me l'avait dit, j'étais plus jeune, j'ai été influencé en me disant, donc quand un avocat fait de la formation, c'est bien pour lui, c'est bien pour son CV, c'est bien pour son aura. Et j'ai été influencé. Et aujourd'hui, ça vous permet également de pouvoir impacter. Ce que je voudrais vous dire pour conclure, c'est, je voudrais vous recommander, en tant que juriste, en tant qu'étudiant juriste, en tant que candidat ou candidate à des études de droit, de vous ouvrir. Parce que l'ouverture d'esprit vous permettra d'avancer et d'avoir énormément de choses, de vous épanouir de façon significative et de façon concrète. Quand on est ouvert, c'est là où de bonnes choses vous arrivent. Parce que justement, l'ouverture vous permet de pouvoir absorber de la connaissance. Aujourd'hui, même un juriste se doit de connaître la comptabilité, d'apprendre l'économie. Depuis une vingtaine d'années, se développe sur la place de Paris des formations finance pour les juristes, économie pour les juristes. Vous êtes juriste, on vous demande de conclure un contrat avec une entreprise, un partenaire. Vous avez parfois besoin d'étudier, d'apprendre à lire les états financiers. Est-ce que la société se porte bien? Qu'est-ce qui vous permet de savoir si la société se porte bien ou non? C'est sa comptabilité, c'est les états financiers qui vont vous permettre de bien positionner vos droits. Si la société ne se porte pas très bien, vous allez mettre en place les garanties de droit, les garanties du passif, etc. Tous les instruments de droit dont vous avez besoin pour protéger votre client. Si vous êtes juriste dans une entreprise, protégez également l'entreprise parce que c'est ce qu'on vous donne. Et donc, soyez curieux, apprenez, absorbez de la connaissance. Pardonnez-moi, je vais vous dire, mais moi qui suis devant vous, je suis le premier élève. J'apprends énormément, je lis énormément, j'absorbe, mais comme pas possible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je dois faire 6 heures d'avion, j'ai acheté un nouveau livre que je dois lire sur le vol. Et mes livres, je les trace dedans. Les livres sont stables bossés, parfois je les relis. Tout le temps, tout le temps. Et je trouve que ça m'apporte énormément. Et je voudrais vous y inviter très chaleureusement, et avec beaucoup d'affection d'ailleurs. Et donc, je vous souhaite le meilleur. Vous avez fait un bon choix et je vous encourage à payer le prix. Parce que la distinction entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est l'action. Ce qui est important, ce n'est pas la volonté de réussir. Tout le monde a la volonté de réussir. Quand vous demandez à 10 jeunes, vous voulez réussir, les 10 jeunes vous diront, je veux réussir. Quand vous leur demandez, êtes-vous prêt à vous réveiller à 4 heures du matin pour avoir 1 heure de lecture? Vous allez voir 3 qui vont sortir. Vous leur dites, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier quelques week-ends et quelques bouteilles de bière? Il y en a 2 qui vont partir et c'est comme ça. Et c'est un noyau dur qui reste. Donc, faites tout pour rester sur ce noyau dur. Croyez en vous. C'est l'action massive et stratégique qui permet de réussir. Et vous allez voir que dès que vous êtes sur l'action, vous n'avez plus le temps à la déprime, vous n'avez plus le temps au retard et vous allez avancer, mais de façon significative. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. C'est anticiper, c'est réfléchir, c'est mettre en place une stratégie que vous appliquez de façon dynamique. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai dépassé mon temps. Oui, effectivement, tu as pris plus de temps que prévu, mais c'était tellement passionnant, c'était tellement intéressant que moi-même, je n'ai pas osé t'arrêter. Vous savez, nous avons tellement envie de donner à cette jeunesse, et parce que dans notre culture africaine, moi, mes parents me disent qu'il faut que les enfants en fassent plus que les parents, et les petits frères plus que les grands frères. Et moi, je les vois, je les imagine, ils peuvent aller très, très, très loin. Et ce webinaire, peut-être que nous, on sera un peu plus âgés, et qu'on va suivre en disant, ce sont nos petits. C'est tout le mal que je leur souhaite. C'est intéressant, mais je voudrais partager celle-ci. La différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est l'action, et c'est l'action massive et stratégique qui permet d'avancer. Tu vois, Fabrice, tu as la parole maintenant, Fabrice. Lorsqu'un collègue a su parler de manière aussi dense, qu'est-ce qu'on peut dire après? Si ce n'est qu'ajouter des petits trucs à ce que le collègue a dit, et surtout pour ne pas se répéter, parce qu'il a dit l'essentiel. Au fait, moi, je suis un juriste et j'ai réussi dans le canal des ONG. Après le DSS en droit des affaires, j'ai d'abord fait un truc en droit de l'environnement, ensuite un master en droit international et puis un PhD. Mais lorsque je suis revenu, je me suis dit non, je ne voulais pas être un enseignant classique
Et donc, je suis resté dans le domaine des ONG, avec une ONG créée localement qu'on appelle ANC Togo, mais avec le travail, l'apprentissage, parce que d'abord l'anglais, ensuite la planification, la gestion des projets, et la plupart des outils de gestion que j'ai fait beaucoup de formations pour compléter la formation juridique que j'ai. Et cette ONG est devenue une ONG qui gère énormément de ressources. Parce que nous avions, à partir de l'ONG, en Togo, nous avions mobilisé beaucoup de bailleurs, le PNUD, l'USAID, l'Union européenne. Donc, nous avons des budgets qui varient. Bon, il y a 3 ans, hein, jusqu'à 1 700 000 $ par an. Donc, si vous calculez, vous avez autour de 800 millions. Donc, juste localement. Donc, moi, je pense que le juriste, c'est quelqu'un qui peut tout. C'est un bon planificateur. En tout cas, les meilleurs planificateurs, excusez-moi, c'est des juristes. Parce que moi-même, je suis un planificateur et j'appuie les États à élaborer les stratégies, leurs plans d'action. Donc, on me recrute en tant qu'expert du PNUD ou de l'ONUDC pour appuyer les États à faire la planification. Donc, du juriste, on peut devenir le meilleur planificateur. Ça, c'est un élément très important. Ensuite, c'est qu'un juriste, c'est un gestionnaire de projet, s'il veut. Parce que vous savez, le droit, avec tout ce que nous avons appris, nous avons une capacité d'adaptation formidable. Et c'est ce que moi j'ai remarqué en tant que juriste. Donc, moi, je suis devenu un gestionnaire de haut niveau de projet. Parce que je gère des projets de l'Union européenne et c'est avec la manière, ce n'est pas le jonglage. Et à partir de Hans Togo, moi, j'ai pu diriger une organisation africaine qu'on appelle Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique et on avait reçu 30 millions de $ de la Fondation Gates et j'avais 15 pays, j'avais des personnels que je recrutais. Les salaires étaient concurrentiels avec les Nations Unies parce que vous avez des gens qui avaient des salaires d'environ 4 000, 5 000 $ par mois. Donc, et ce projet m'a permis également de me renforcer parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de partenaires, surtout anglo-saxons, qui avaient d'autres manières de faire. Et ça m'a permis de renforcer mes capacités de gestion et de suivi de projet. Donc, je pense que le juriste, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'adaptation. Et quelle est la leçon qu'on peut apprendre? C'est que la formation initiale que nous avons ne doit pas être un obstacle pour pouvoir faire autre chose. Il faut juste un désir et une volonté. On peut devenir un planificateur stratégique en étant un juriste. Et ça, je crois que mon ami Sylvestre l'a dit, on peut devenir DG comme je l'ai été, non seulement localement, mais j'ai été, j'étais dans les avions, donc je n'avais plus de famille. Je pouvais changer, arriver à Lomé aujourd'hui et mes enfants viennent me voir à l'aéroport et je repars à Genève ou au Japon pour une autre réunion. Donc j'ai dû, après 5 ans, dire, bon, il faut une famille, il faut laisser. Mais quand je suis revenu en Togo également, mais avec le travail et les dynamiques que j'ai, je suis aujourd'hui également le coordonnateur pour l'Afrique de l'Ouest de Transparency Internationale dans les questions de lutte contre la corruption. Donc, je pense que c'est important de savoir que le droit, ça mène à tout. Et je ne sais pas, moi, j'ai envie que tous mes enfants, si je pouvais, fassent le droit. Parce que c'est vraiment la matière, la discipline qui donne plus d'ouverture au monde, enfin, à mon avis, à mon entendement. Et donc, j'encourage les frères, les sœurs à vraiment faire du sérieux. Un élément clé aussi de la réussite, c'est l'anglais. Je vous ai dit que j'ai travaillé dans un monde anglo-saxon avec les Américains, les Canadiens. J'étais aux États-Unis à Seattle, à New York, parce que le projet que je gérais, je devais aller rendre compte aux États-Unis à la Fondation Gates et chaque mois, je devais faire un voyage aux États-Unis. Donc, mais il faut l'anglais. Donc, l'anglais, comme nous enseignons à l'université, c'est l'anglais de base. Nous devons tenir cet anglais et l'améliorer parce que l'anglais, ça va aussi ouvrir les portes. Un élément important que j'ai trouvé également, moi, dans ma carrière, que je vais partager, c'est
la capacité de développer le consulting privé. Et ça, je rends grâce à Dieu que, à part l'ONG où je gère des projets, je suis consultant privé reconnu par le PNUD, par l'ONUDC et même les gouvernements qui me sollicitent pour les appuyer, pour l'élaboration des documents de stratégie, pour évaluer les projets ou pour même faire des planifications, l'élaboration des projets ou pour faire toute autre mission de consulting. Donc, avec cette dynamisme et cette expertise qu'on acquiert, j'ai pu également travailler avec plusieurs structures comme Transparency International, comme International Body Partnership qui est aux États-Unis, comme Global Alliance on Organized Crime qui est à Genève, où je suis un des consultants pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, je fais beaucoup de consultations en matière de crime organisé, sur la lutte contre la corruption, les blanchiments de capitaux, où je suis soit expert pays ou expert régional. Donc, je pense, à mon avis, pour ne pas occuper beaucoup de temps, parce que je sais que nous sommes en train de vouloir déborder, je pense qu'un élément clé, c'est l'endurance. Le juriste, il doit être très endurant. Le juriste, c'est quelqu'un qui doit être ouvert et humble, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et mon collègue l'a dit, il faut apprendre, apprendre, apprendre et toujours apprendre. Ensuite, c'est qu'il faut, associer l'anglais à sa formation et surtout d'autres disciplines. Si vous voulez être un planificateur, la gestion, la comptabilité sont des éléments clés pour pouvoir réussir dans tout ce qu'on fait. Je pense que c'est juste les expériences que je voudrais vous partager avec vous et je reste à disposition pour des échanges. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, M. Fabrice Hébert. Le juriste doit se rendre compte que la formation initiale n'est pas tout ce dont il a besoin. Les connaissances en anglais sont aussi importantes. Développer sa capacité pour faire des consulting privés et être endurant, être ouvert, être humble. C'est un certain nombre de mots que je retiens de l'intervention de ton intervention, cher ami Fabrice. Je vais maintenant passer la parole à Mme Olga Akakovi, pour qu'elle partage sa part de vérité, sa part d'expérience et sa part de conseils avec nous. C'est à vous, madame. En fait, moi, je vais commencer par ce qui m'a amené aux études de droit. Étant petite, j'avais toujours voulu être banquière. Je me disais, quand je serai grande, je vais devenir une banquière. Dans ma tête, quand on travaille dans une banque, on a toujours de l'argent. Donc, je voulais faire banque. Mais au moment d'arriver en classe de terminale, il fallait vraiment se décider, se positionner. Donc, il fallait avoir des connaissances en mathématiques, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc, mes matières, j'étais plus littéraire, et surtout le français, les langues, l'espagnol, le français, mais l'anglais n'en faisait pas partie. D'où, après analyse et le contexte aussi de l'époque, parce qu'on sortait de la grève générale à l'époque, la grève générale 92-93 au Togo, étant entendu que moi-même, je suis née au Sénégal, j'ai vécu au Sénégal, j'étais en classe de première quand je suis rentrée au Togo pour faire la terminale. Il se fait qu'arrivé au Togo, il y a ce qu'on appelle la première partie du bac, qu'il faut faire en première avant de passer en terminale. J'ai dû donc reprendre ma première au Togo à cause de la première partie du bac que nous, on ne faisait pas au Sénégal. Donc, j'ai repris la première. Je passais la première et j'ai fait la première partie du bac que j'ai réussi. Je passais en terminale quand la grève générale est arrivée. Donc, on a perdu une année à la maison et après, on est parti sur le Bénin parce qu'il fallait fuir. Et c'est donc au Bénin que moi, j'ai eu mon bac avant de revenir sur Lomé pour faire mes études universitaires, d'où j'ai intégré la promo 94. Donc, j'ai intégré la promotion 94 en fac de droit. Nous avions le tronc commun qu'on a fait. Et en deuxième année, j'ai cartouché. Pour plusieurs raisons, parce que je me dis qu'il faudrait aussi un peu parler du parcours parce que nous sommes avec nos jeunes frères et sœurs.
qui ne pense pas que tout a été rose. Tout n'a pas été rose. Ça a été très difficile à des moments vraiment. Ça a été très difficile. Parce que quand on vient d'un milieu défavorisé, un père retraité, une mère ménagère, sorti, on te sort d'un contexte d'un pays où tu es né, où tu as vécu. On t'amène dans un autre pays, tu es un peu perdu déjà. Et ce n'était pas les mêmes choses. En tout cas, pour des difficultés, j'ai dû cartoucher en deuxième année, soit en 96. Donc, lorsque j'ai cartouché, j'avais une amie, paix à son âme, Imelda Ajavon, qui m'avait dit, elle était logée à la cité, c'est à l'époque, c'était la cité des jeunes filles, qui m'avait dit, je lui avais expliqué les difficultés que je vivais en famille. Et donc, elle m'a proposé de venir, de rester avec elle à la cité. Donc, j'ai repris ma deuxième année dans les petits logements de la cité C avec Imelda Ajavon. On se partage, c'était tout petit. Le lit, c'était une place, il y avait le sol, quoi. Donc, c'est en troisième année que moi, j'ai pu avoir une chambre à moi et je suis restée jusqu'à la fin de mes études, jusqu'à la maîtrise, j'ai pu avoir l'opportunité de rester à la cité C. Je suis passée à Lomé la dernière fois, c'est en réflexion, je pense. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'époque, je voudrais bien qu'on parle un peu de l'époque. Les amphis étaient super bombés. Le matin, il fallait aller prendre la place. Les amphis étaient vraiment super bombés. Nous qui avions la chance de vivre sur le campus, on avait nos groupes d'amis, nos personnes, on allait prendre très tôt, à 4 heures du matin, on allait prendre avec des sous-chemises, prendre des places, mettre des pierres dessus pour garder la place à nos amis, à nos gens, bon, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, moi, bon, bref, après la maîtrise, dès que j'ai eu la maîtrise, je dirais que je n'ai pas cherché du travail à Lomé. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'était de retourner au Sénégal, parce que c'est le point que je connaissais. Certes, le fait d'être rentré au Togo m'avait permis de m'intégrer d'un point de vue culturel. Ça m'a permis de connaître la famille. Ça m'a permis de m'intégrer parce qu'avant, il était inimaginable que moi, je me mariais avec un Togolais. On avait nos préjugés parce qu'on n'était pas né là-bas. Bon, le fait d'être rentré au Togo a eu ses avantages quand même, je dirais. Mais l'objectif, ce n'était pas de rester. Donc, dès que j'ai eu ma maîtrise, ma soeur vivant au Sénégal m'a aidé à revenir au Sénégal, ma grande soeur. Donc, je suis rentrée au Sénégal et j'ai commencé à chercher des stages. Ce n'était pas du tout évident. Moi, je n'ai jamais eu de stage ailleurs. Donc, mais je faisais de petits commerces par-ci, par-là quand j'étais à la fac, parce qu'il faut dire que moi, personnellement, à la fac de droit, on avait 4 matières à l'écrit à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait réussir les matières à l'écrit avant de pouvoir passer, quand on réussit les matières à l'écrit, il fallait passer les matières de l'oral. Donc, moi, je me focalisais sur les matières à l'écrit d'abord. Parce qu'on était nombreux dans ce cas d'ailleurs. On se disait, bon, de toute façon, ceux qui vont échouer vont nous passer leur cours. Donc, c'est ce qu'on faisait. Et donc, quand on réussissait, c'est là qu'on courait pour avoir les cours des matières à l'oral et il fallait bûcher la matière sous les arbres là-bas, venir le déverser pour retourner apprendre l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on a jonglé. Et pourquoi je rappelle cet épisode? Parce que quand je suis arrivée au Sénégal, en cherchant de stage, ce n'était pas si évident. Finalement, j'ai pu avoir un stage au cabinet Ernst & Young. Et quand je suis rentrée, j'étais rentrée au cabinet, c'était pas pour faire. Je suis rentrée dans un cabinet de juristes fiscalistes. Quand je suis rentrée très tôt, la matière fiscale, en toute sincérité, je n'avais jamais imaginé devenir fiscaliste. Pourquoi? Parce qu'à la fac, tout à l'heure, je disais que les matières de base, je me focalisais sur ça. Les matières qu'on avait à l'oral, les matières secondaires, comme nous on les appelait, on avait la fiscalité à l'intérieur. Et moi, j'avais une grosse difficulté et c'était la compréhension de TVA déductible sur TVA collecté, après TVA non déductible à déduit de je ne sais quoi. Et tout à l'heure, Sylvestre a parlé du frère Jean-Marie Tessy, qui est actuellement le directeur général d'une compagnie d'assurance. C'est Jean-Marie Tessy qui m'a fait asseoir plusieurs fois pour pouvoir me faire comprendre cette matière, mais parce que lui, il aimait ça.
Mais sincèrement, c'était pas du tout, fiscalité, ce n'était pas dans mes options parce que c'est quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Donc, arrivé en cabinet, je me suis rendu compte, telle que la structuration du cabinet, je me suis rendu compte qu'il y avait plus en termes de matière par rapport au dossier qui venait. Il y avait plus d'opportunités dans la matière fiscale. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser, mais sincèrement, avec appréhension. C'était très dur au début. Et c'est là que je me suis rendu compte que certes, on a les bases, on est juriste, on a les bases, mais la fiscalité n'est pas une matière que l'on apprend de but en but à l'école. C'est-à-dire que c'est sur le terrain qu'on apprend le plus gros. On a les bases, les grandes bases, le droit à la base, parce que le droit des obligations est au cœur de tout. Parce que je ne fais pas que de la fiscalité, je fais du droit du travail également, du droit des sociétés, mais je me suis finalement concentrée sur la fiscalité, étant entendu qu'on est pluridisciplinaire. Donc, arrivé je me suis rendu compte au niveau du cabinet que la matière fiscale était prudence en termes de les lois. Je parle du cas du Sénégal, hein, les lois ne sont pas statiques, ça change du jour au lendemain, très très rapidement, c'est-à-dire qu'on a le Code général des impôts et on a la loi de finances en début d'année qui peut toucher des lois. Vers la fin de l'année, on a les lois de finances rectificatives qui viennent encore modifier. Donc, ce qui fait qu'il faut toujours être alerte, toujours faire des mises à jour, faire des formations parce que de nouvelles notions arrivent, de nouvelles notions viennent, être alerte, faire du droit comparé, voir ce qui se passe ailleurs pour se mettre à jour au fur et à mesure. Et dans cette foulée, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis rentrée en tant que stagiaire. J'ai gravé les échelons, plusieurs échelons, donc ça me fait 23 ans dans la profession. Et pendant ce que je peux retenir de ce que j'ai vécu, ce qui me passionne, parce que ce n'est pas évident de rester en cabinet, parce qu'en cabinet, c'est beaucoup de travail, énormément de travail, parce que les dossiers, on n'est pas sur un seul sujet, on saute du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'on est sur un sujet pour un client, on fait du conseil en fait. On aide les clients à structurer leur projet, à bien structurer leur projet, voire les aider à optimiser, c'est-à-dire les aider, mais dans le respect des lois et des règlements, à payer le juste impôt. Le Ernst & Young a pour vocation de ne pas faire de la fraude, on n'est pas dans ça, donc on a payé le juste impôt. On n'aide pas les clients à ne pas payer d'impôt. On aide le client à payer le juste impôt, mais de manière intelligente aussi, en les aidant sur la base de la loi et des règlements à structurer. Et en dehors de ça, la structuration des projets, j'ai fait beaucoup de missions de due diligence, dans des pays. J'ai notamment fait, en 2008, j'ai fait une mission de due diligence à Genève. J'étais sur une mission avec UI Paris où j'ai fait des navettes entre Paris et Genève qui portaient sur des sociétés, d'un groupe qui avait des sociétés en Côte d'Ivoire et au Sénégal, mais pour laquelle ils avaient préféré que la mission ne se fasse pas dans les pays parce que quelquefois, quand il y a des missions de due diligence, les personnes sur place dans le pays ont un peu d'appréhension. On veut vendre la société, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, il y a un peu de réticence pour donner les informations. Donc, eux, ils ont préféré faire la data room à Genève. Donc, tout a été concentré à Genève. Donc, on s'est déplacé à Genève et on a fait les missions qui portaient sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En dehors de ça, j'ai fait une autre mission au Niger pour la banque islamique, le groupe banque islamique, lors de rachat d'un groupe de société, des missions d'audit en Côte d'Ivoire. En dehors et au-delà des missions de due diligence, j'ai connu beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup de pays à cause de EY, effectivement, à cause de mon travail. Plusieurs fois l'Afrique du Sud, Amsterdam. Bon, bref, j'ai connu du pays grâce à ce travail. Parce que, sincèrement, je ne m'aurais jamais imaginé que je serais dans la fiscalité un jour. Et tout à l'heure, je disais que la matière n'était pas figée, ça bouge beaucoup. Il faut toujours faire du droit comparé. Au niveau de l'espace où nous sommes, de l'UMOA, nous avons la convention fiscale UMOA qui a été conclue en 2008. En fait, c'était une manière
de régler certains problèmes dans un même espace, d'éviter la double imposition dans le même espace. Parce qu'auparavant, nous, quand on était à la fac, on avait ce qu'on nous avait enseigné, la convention OCAM. Il s'est fait que cette convention OCAM regroupe d'autres États en dehors des pays de la zone du Nord, tels que les États de l'Afrique centrale et autres. Mais il se fait que cette convention, elle date. Elle date aujourd'hui. Moi, je peux parler que par rapport au Sénégal. Au niveau du Sénégal, la convention OCAM n'a pas été dénoncée. Seulement, ce qui se passe, le Sénégal ne l'applique que lorsqu'il y a une réciprocité. C'est-à-dire que la convention OCAM existe, mais aujourd'hui, des pays signataires certains pays signataires, certaines administrations fiscales n'acceptent pas de l'appliquer. D'où aujourd'hui la position du Sénégal que je connais, puisque c'est là où je travaille. Le Sénégal n'applique la convention OCAM que lorsque le pays qu'il a en face applique la réciprocité. Lorsque ce pays ne l'applique pas, il n'est pas dedans. Donc, on a la convention fiscale UMOA depuis 2008 qui a réglé beaucoup de problèmes entre les États de l'UMOA. Bon, à côté de cela, je ne veux pas trop durer parce que là, on est déjà à 16 heures. Je voudrais revenir sur les compétences qui pourraient aider à mieux performer dans la matière fiscale. Tout à l'heure, Fabrice l'a dit, l'anglais. Je me suis rendu compte que pendant mon parcours, j'ai négligé l'anglais. Je me disais que l'anglais, j'ai toujours été bouchée pour l'anglais, mais l'anglais aujourd'hui est capital. Un autre point que j'ai noté, que je me suis rendu compte que pendant que je faisais le droit, je l'ai négligé, c'est la comptabilité. La comptabilité. Quand on a pas une bonne base, on ne peut pas être comptable, mais quand on a une certaine maîtrise, une certaine connaissance des bases de la comptabilité, cela aide énormément parce que quand on vient faire un audit fiscal, ce n'est pas seulement dire le client a payé tel impôt, il n'a pas payé celui-là, c'est aller regarder dans les comptes, savoir dans quel compte, qu'est-ce qu'on met dedans. Dans ce compte, qu'est-ce qui est enregistré? Ce compte, c'est quoi sa correspondance de l'autre côté? Dans un compte de résultat, c'est quoi la correspondance dans un compte de bilan? Et pouvoir faire les analyses, faire les recoupements qu'il faut. Donc, parlant de là, je voudrais donc inviter les petits frères, les frères et sœurs qui sont en fac de droit, qui peut-être un jour voudraient embrasser la carrière de fiscaliste, de porter une attention particulière sur l'anglais et la comptabilité, de ne pas les négliger, de ne pas du tout les négliger. Là, tout à l'heure, je disais que je suis dans un processus pour l'inscription au niveau de l'Ordre national des experts du Sénégal, qui est la fin de l'année. En dehors de l'Ordre national des experts du Sénégal, il se fait qu'aujourd'hui, il y a au niveau de la CEDEAO, il y a une association qui est nommée Society of Women in Taxation, c'est-à-dire que c'est venu du Nigeria qui est en train d'être implémenté dans notre zone. Nous, au niveau du Sénégal, depuis septembre 2022, là, on a tenu la première assemblée générale. L'objectif, c'est de promouvoir le genre, mais dans la matière fiscale. Donc, c'est une association pour la promotion des femmes qui sont dans le domaine de la fiscalité. Donc, on essaie de sensibiliser nos jeunes sœurs à nous rejoindre parce que si l'on regarde la configuration de la profession ici au Sénégal, on a plus d'hommes que de femmes. Plus d'hommes que de femmes inscrits au niveau de l'ordre des experts. Donc, moi, je suis la trésorière générale de cette association qu'on est en train de mettre, qu'on a mis en place depuis septembre 2008. Une assemblée s'est tenue en Gambie en février dernier. Et l'année prochaine, nous aurons l'assemblée générale de au niveau du Bénin. Au niveau du Bénin. Donc, excuse-moi, André, je pense que j'ai entendu un point. Donc, en dehors de la maîtrise, j'ai un point que j'ai oublié. En dehors de la maîtrise, quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai fait un troisième cycle, un DJCE, un diplôme de juriste conseil d'entreprise. Donc, j'ai fait un troisième cycle pour pouvoir mieux m'intégrer parce qu'aujourd'hui, la maîtrise de l'époque seulement ne suffit pas.
Je pense qu'il y a le système LMD que je ne maîtrise pas trop, c'est tout, mais je pense que le système LMD, c'est notre ancienne maîtrise de 4 ans qui est transformée en 5. Je ne maîtrise pas ce système LMD, mais j'invite nos chers frères et sœurs, nos plus jeunes, à performer, c'est-à-dire à être curieux en tout, à toujours se remettre en cause, ne pas se cantonner sur les positions qu'on avait auparavant, être à l'affût de l'information, toujours à chercher à exceller, parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'excellence qui prime. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Si je n'ai pas été trop longue, monsieur le modérateur, merci. Merci Olga. Oui, tu as été un peu longue, mais encore une fois, il y a un certain nombre d'éléments qu'on retient de ton propos et c'est l'objectif de toute façon que nous puissions, dans le cadre de ce webinaire-là, partager nos expériences, mais aussi partager des erreurs que nous avons pu avoir commises et qu'il aurait fallu corriger si on en avait encore la possibilité. Je note par exemple que tu as dit que tu as négligé l'anglais, que tu as négligé la comptabilité, toutes choses sur lesquelles effectivement attirer l'attention de ceux qui veulent faire parole à Joël Agbemelo, qui lui aussi va partager un peu son expérience avec nous. Je rappelle que l'objectif, c'est de voir effectivement, lorsqu'on parle des métiers du droit, rapidement, on pense avocat, on pense magistrat, on pense à d'autres matières, mais il y a effectivement d'autres domaines dans lesquels on peut valablement gagner sa vie, on peut valablement s'imposer, peut valablement impacter sa communauté. C'est ce que nous sommes en train de dire. Merci à tous les collègues qui sont déjà intervenus, Sylvestre Gossou, Fabrice Ebe, Olga Akakbovi. Cher ami Joël Agbemelo, c'est à toi que je donne la parole maintenant. Mon intervention va s'articuler principalement autour de 3 axes. D'abord, je vais vous présenter mon cursus, mon background, pour que vous puissiez tirer quelques expériences dans votre parcours en droit. Ensuite, je ferai un résumé de ma métamorphose. Comment est-ce que j'ai pu, à partir du droit des affaires, devenir un grand entrepreneur, un expert en évaluation environnementale, et puis le volet juriste de l'environnement ou juriste environnementaliste et expert judiciaire en environnement. Et puis enfin, je vais vous donner quelques conseils qui vous permettront de pouvoir évoluer par le futur et faire vos choix de carrière. D'abord, pour ce qui concerne mon cursus, c'est quand même important de noter que moi, j'avais fait la seconde CD. Je vous expliquerai plus tard comment est-ce que cela m'aide actuellement dans mon monde de l'environnement. J'avais fait la seconde CD, j'ai fait le probatoire D, et puis après, j'ai viré en bac A. Donc, en bac A, mon objectif, c'était de devenir un avocat. J'avais déjà la chance à l'époque d'avoir des membres de la famille ou des proches de ma famille qui ont déjà des cabinets, notamment Maître Akereboro et puis le vieux Charles Akakbo, le père de Marcel Akakbo. Donc, du coup, la voie était un peu tracée pour mes parents et pour moi. Bon, comme tu ne voudrais pas faire la médecine ou la D, tu as choisi bac A. Donc, forcément, tu devrais faire le droit et puis je devrais faire le droit aussi. Et la porte était déjà ouverte. Il y a des cabinets qui t'attendent à la fin de ton cursus en droit. Donc, arrivé à la fac de droit en première année, moi, j'ai tout de suite dit à mes camarades, moi, je suis là, c'est pour devenir avocat. Et la petite histoire, pour la première session, moi, je n'ai pas réussi pour la première session. Donc, du coup, tous mes camarades m'ont surnommé Maître Agbemelo parce qu'ils me disent, mais bon, voilà, mais toi, tu veux devenir avocat, mais déjà, tu échoues à la première session. Heureusement que bon, la deuxième session, mais bon, ça a marché. Donc, j'ai fait tout mon cursus en droit. J'ai fait les 4 pour avoir ma maîtrise en droit des affaires. Donc, je finissais ma maîtrise en droit des affaires en juin ou en juillet. Je n'ai pas eu le temps d'avoir mes vacances parce qu'il y a Maître Akereboro qui avait une place pour moi à son cabinet ou Maître Charles Akakbo qui avait également une place. Donc, après quelques mois de vacances, donc j'ai intégré le cabinet Maître Akakbo en 98, en septembre 98. Donc, j'ai fait 2 ans de prestage. Pendant ces 2 ans-là,
j'ai fait mon DEA en droit politique de l'environnement. C'est ce que je mange aujourd'hui. Je reviendrai plus tard dans les détails de la métamorphose. Et j'ai passé par la suite mon certificat d'aptitude pour la profession d'avocat. Mais notez que j'avais une conviction à l'époque. Je me suis dit, OK, si je devrais être avocat, je ne passerai pas mon CAPA 2 fois. Je le passerai une seule fois et puis je deviens avocat. Mais si d'aventure, ça ne marchait pas, ça a vu que mon chemin était ailleurs. Donc ça, c'est la force de la conviction et de la persuasion lorsqu'on cherche à embrasser une carrière. Donc malheureusement, j'avais passé mon CAPA, j'ai passé avec Maître Amazourlon, je crois qu'il est connecté. Et à noter qu'il me manquait un point. Donc, on devrait avoir 12 dans les matières écrites, mais j'avais 11 chez Dobros et puis 12 de l'autre. Mais il me manquait un point. Mais c'est bien vrai, comme j'étais un peu connu, comme travailleur, les enseignants qui peuvent intervenir lors de la délibération, ils l'ont fait. Mais à l'époque, ben, c'est après qu'on est revenu sur ça. Par la suite, ben, Dobros a dit, ben, bon, l'étudiant, là, je le voyais, je ne l'ai jamais vu à mon cours, donc du coup, je ne peux pas reprendre ses copies et pouvoir lui permettre d'avoir un point pour qu'il puisse passer. Donc après, mais bon, j'étais déçu avec beaucoup d'amertume. Alors, j'ai décidé de plier bagage pour aller au Canada. Donc, je me suis retrouvé au Canada. Au Canada, j'avais le choix, soit de pouvoir faire mon PhD et devenir enseignant, parce que j'avais déjà mon DEA, soit de recommencer le barreau. Donc, les conditions pour recommencer le barreau, c'est de pouvoir refaire mon bachelor, c'est-à-dire notre équivalence maîtrise, faire les 120 crédits et puis rentrer à l'école de barreau, ou soit, mais bon, c'est de pouvoir compléter un certain nombre de crédits d'équivalence comme le droit canadien et québécois différent du droit français ou du droit togolais. Donc, j'avais opté pour l'autre option que je supposais être un peu plus court. Mais malheureusement, il devenait de plus en plus difficile en tant qu'étudiant libre de compléter tous les cours, d'avoir de la place dans les cours que je choisissais. Et finalement, bon, j'ai dit, OK, mais bon, je suis sûr que mon chemin ne passe pas par l'avocature. Donc, il faut changer forcément de fusil d'épaule. Bon, comme j'avais d'autres cordes dans mon arbre, je me suis dit, il faut exceller maintenant dans l'environnement. Mais imaginez que lorsque nous faisons le droit de l'environnement à l'époque, l'environnement n'était pas d'actualité en Afrique. Hein. On nous disait, mais bon, avec l'environnement, on meurt de faim en Afrique. Ce n'est pas un sujet d'actualité. Qu'est-ce que vous comptez faire avec l'environnement? Maintenant, au Canada, j'ai décidé de changer de fusil d'épaule. Ça veut dire que je ne serai jamais avocat. Là, c'est acté. Donc, il faut choisir un cours, une formation très pratique qui me permet de pouvoir embrasser l'environnement en tant qu'entrepreneur ou en tant que consultant. Mais je me rappelle déjà, lorsque je faisais mon mémoire en droit politique de l'environnement, que j'avais proposé un certain nombre d'outils, quoique à l'époque, ça ne se faisait pas en Afrique, on ne savait pas ce que c'est. Lors de mes recherches, j'ai quand même eu à noter qu'il y a un certain nombre d'outils en évaluation environnementale, études d'impact, audit, que j'avais proposé dans mon mémoire, parce que j'avais travaillé sur l'usine de phosphate pour qu'on puisse utiliser ces outils-là pour gérer l'environnement. Donc, du coup, mais bon, j'ai cherché une formation de 3e cycle au Canada qui a ces skills-là. Donc, une fois terminé, bon, j'ai commencé à travailler avec un cabinet et le cabinet m'a dit, ben bon, OK, toi, tu viens de quel pays? Je dis, je viens du Togo. Il m'a dit, ben voilà, mais ça tombe bien. Moi, j'ai un gros marché au Bénin. Je t'envoie comme expatrié au Bénin pour pouvoir travailler sur ce marché-là. Et en même moment, tu fais un sondage au Togo. Et je crois que le Togo aussi est en train d'adopter une loi sur l'environnement pour assujettir toutes les activités à une étude d'impact parce que le Bénin était en avance sur nous. Donc, du coup, après, mais bon, mes amis me disaient, mais Joël, tu es hyper chanceux, là, tu rentres en Afrique comme expatrié. Je leur dis, vous n'avez rien compris, que si le Blanc m'envoie en Afrique pour travailler comme expatrié sur un dossier au Bénin et me dit de sonder mon pays pour que lui puisse venir s'installer, ça veut dire que l'opportunité est là. Donc, au même moment, mais bon, j'ai dit, OK, mais bon, je rentre au pays pour voir un peu le terrain. Je rentre et on me dit, voilà, on vient d'adopter le test en 2006 et qu'il n'y a pas d'expertise pour pouvoir le faire. Donc, c'était les sociétés de la zone franche qui étaient massivement assujetties à cette loi-là. Et donc, du coup, les investissements commençaient à être sérieusement bloqués. Au même moment, ben, bon, je viens pour prospecter le terrain. On me propose des contrats, on dit, OK, ben voilà, mais on cherche des experts pour pouvoir faire le travail, tu sais bien le faire. Voilà, mais nous avons 3 contrats qu'on te confie, ben, il faut pouvoir les faire avant de partir.
Mais j'ai ma famille de l'autre côté, je ne pourrais pas venir m'installer pour 6 mois et faire ces dîners. Ça, je ne pourrais pas le faire. Mais j'étais reparti et puis à préparer mon comeback. Donc, on rentre un peu comme ça dans mon volet métamorphose. Donc, je suis rentré. Il faut créer soit une entreprise, soit il faut être consultant indépendant. Mais je me suis dit, créer une entreprise, ça te donne plus de crédibilité. Pour la petite histoire, je me rappelle, Fabrice était déjà dans l'ONG. On avait créé ensemble, à la fin de nos études, une association de consommateurs de l'environnement sur laquelle on travaillait. Fabrice m'a conseillé, Fabrice me disait, mais Joël, mais bon, il faut venir dans le monde des ONG, que c'est plus facile. Bon, alors qu'être un entrepreneur, que c'est un peu difficile. Bon, après, je lui ai dit non, ben, merci pour les conseils, que je préfère quand même prendre les taureaux par les cornes et devenir entrepreneur. Donc, c'était comme ça que j'avais créé en 2007 mon bureau d'études. Donc, ça, vous prenez en même temps comme conseil pour pouvoir créer une société. Bon, il faut travailler il faut avoir un fonds de démarrage aujourd'hui, mais on n'a plus besoin d'un seul sou pour créer une société. Mais à l'époque, pour créer une société à responsabilité limitée, il faut un minimum d'1 million. 1 million, tu paies les frais de notaire, tu bloques l'argent sur un compte bancaire. C'est après tout le processus que tu peux avoir accès à cet argent-là. Alors que moi, l'argent que j'avais à l'époque, j'étais rentré avec un montant donné, ça ne me permettait pas de pouvoir payer ces charges-là. Donc, en tant que juriste, j'ai élaboré les statuts parce que je sais le faire. J'ai élaboré les statuts de ma structure. J'étais parti voir les différentes administrations fiscales, les administrations du secteur privé. Et petit à petit, j'ai monté ma structure. Et après, j'ai vu un ami qui m'a aidé à pouvoir faire les autres formalités. Et imaginez, arrivé à un certain moment, la banque me demande, mais bon, il faut déclarer, il faut prendre un notaire. Mais j'étais parti voir, je ne voudrais pas donner le nom, j'étais parti voir d'autres amis, camarades de fac qui étaient déjà notaires à l'époque. Même m'ont dit, mais Joël, mais tu as fait tout le travail, ben, tu nous donnes le travail, on fait ça, tu nous paies, mais tu as tout fait, mais on ne sait plus ce qu'on peut faire pour toi. Donc, du coup, ben, bon, j'étais complètement bloqué. Donc, il a fallu un autre ami, un notaire qui m'a dit, mais Joël, tu as tout fait. Hein? Ils ont mis les statuts dans leur livret rouge là, et puis après, ils m'ont dit, va déposer ça ici, et puis après, mais bon, on va faire la publication au journal officiel. Donc, c'était comme ça que la société avait été créée. Pour arriver à un certain moment, il me faut le compte bancaire. Le compte bancaire, mais là, tu dois avoir un minimum d'1 million pour pouvoir avoir le compte société. Là, sincèrement, je l'avais pas parce que j'avais commencé déjà à dépenser le peu d'argent que j'ai mis de côté pour rentrer. Donc, il a fallu que je négocie avec une amie qui était à la BOA, qui était à la BIA à l'époque pour me dire, OK, avec les 500 000, je peux te faire une faveur, je te crée le compte. Tu n'as pas besoin d'1 million pour qu'on puisse te créer le compte. Mais je lui ai dit, mais bon, assurez-vous que je puisse retirer l'argent après la création du compte parce que c'est sur l'argent là que je suis en train de rouler. Donc, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, ça a été fait. Et puis, de bout en bout, j'ai pu créer ma société seule sans avoir recours à un notaire. Bon, je ne vous le conseille pas, hein, sans avoir recours parce que les notaires aussi ont besoin d'avoir un peu d'argent pour payer leurs charges. Donc, j'ai pu créer ma structure et c'est l'expérience que j'ai eue en droit, mon background en droit, qui m'a permis de pouvoir créer de bout en bout cette société-là. Donc, voilà comment je suis rentré dans l'environnement. Le terrain n'était pas facile parce qu'il y avait d'autres qui étaient là avant que je ne vienne. Donc, on s'est battu dur pour pouvoir faire un nom, pour travailler sérieusement, pour avoir une référence et également pour pouvoir avoir une référence sur le plan international. Donc, depuis 2012 jusqu'à 2023, depuis 2007 jusqu'à 2023, donc déjà plus d'une quinzaine d'années d'expérience. Cela m'a permis de pouvoir asseoir ma structure, créer une autre filiale au Burkina Faso. Et puis, cela m'a permis également de pouvoir avoir la confiance des partenaires financiers. Donc, je travaille actuellement sur des dossiers avec la Banque mondiale, la SFI, la JICA, la coopération japonaise, la BAD, la BOAD, l'Union européenne, l'AFD, et j'en passe. Et pour pouvoir avoir la confiance de ces bailleurs de fonds-là, il faut pouvoir mériter cette confiance-là et il faut également travailler dur. Ce qui est important aussi à savoir, dans ce domaine, les autres l'ont déjà dit, c'est la maîtrise de l'anglais. La maîtrise de l'anglais, lorsque vous êtes entrepreneur,
lorsque vous voulez embrasser, lorsque vous êtes juriste d'entreprise ou lorsque vous êtes avocat, le monde actuellement, c'est un monde multidimensionnel où l'anglais joue un rôle très important. Donc, j'ai renforcé mes capacités en anglais, ce qui me permet actuellement de pouvoir monter des rapports d'études d'impact en anglais pour les clients anglais, parce que lorsque je travaille avec les Japonais, lorsque tu travailles avec la Banque mondiale, il y a certains clients, tu dois pouvoir monter leur rapport en anglais puis défendre ce rapport-là en anglais. Ce qui est important également à savoir dans cette métamorphose-là, l'environnement m'a permis de développer le volet consultant en droit de l'environnement. C'est un domaine, il y a pas mal de juristes environnementalistes, mais ceux qui font le consultant en droit de l'environnement, ils ne sont pas nombreux. On n'est pas nombreux. C'est un domaine assez rare et assez fermé. De telle sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on lance un appel à manifestation d'intérêt au Togo, pour ce qui concerne une consultation en droit de l'environnement, soit l'élaboration des tests, soit une analyse stratégique et juridique d'un domaine donné par rapport au droit de l'environnement, à part le professeur Tchakei, que les uns et les autres trouvent un peu trop théorique, je suis le seul à intervenir un peu sur tous ces dossiers-là. C'est bien vrai que je forme d'autres également qui peuvent après me concurrencer, mais ce que vous devez savoir, c'est que je suis l'un des rares qui a fait de la consultation en droit de l'environnement. Donc, ça, c'est également une casquette que vous pouvez développer pour ceux qui vont choisir le droit de l'environnement. Pour ce qui est encore intéressant, aujourd'hui, la majorité des avocats, lorsqu'ils sont dans des dossiers de montage de structures juridiques, concessionnaires ou concédants pour tous les dossiers qui ont lien avec l'environnement, dès qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt, ils savent que celui qui a, ou le cabinet qui aura dans son équipe Joël Agbemelo est gagnant. Donc, je travaille avec Marcel Akakbo et surtout Maître Akereboro sur un certain nombre de dossiers qui sont liés au droit de l'environnement ou au montage des structures juridiques concédantes ou concessionnaires. Bon, il est important également de noter qu'il y a une autre casquette que vous pouvez aller chercher lorsque vous avez fait de l'environnement ou lorsque vous avez décidé de faire un master en droit de l'environnement. C'est l'expertise judiciaire en droit de l'environnement. C'est bien vrai que c'est maintenant que ça commence à prendre forme. Mais tout ce qu'il y aura comme contentieux en matière environnementale, que ce soit les cas de pollution atmosphérique, les cas de pollution marine, les cas de contestation d'autorisation administrative sur le plan environnemental, on aura toujours besoin de l'avis d'un expert judiciaire en environnement. Et donc ça, on n'est pas nombreux. Donc ceux qui vont pouvoir opter pour le droit de l'environnement, mais vous savez que c'est également des options que vous pouvez embrasser. Comment ça se passe? Mais vous adressez votre demande au tribunal et puis après, ils vont analyser votre dossier et ils vont vous délivrer cet agrément-là en tant qu'expert judiciaire en droit de l'environnement. Pour terminer, parmi toutes les options qu'on peut avoir en tant qu'environnementaliste ou juriste qui s'est métamorphosé en environnementaliste, c'est l'enseignement, les autres le font aussi. Donc, imaginez que lorsque moi je suis rentré et que je suis en contact avec mes anciens camarades qui sont des enseignants, Alida qui gérait le département Master droit de l'environnement, paix à son âme, je lui ai dit tout de suite, ben, vous ne pouvez plus faire des curricula en environnement, que ce soit sans pouvoir intégrer un cursus d'évaluation environnementale qui est le cours par excellence pratique dans le monde entier qui permet à l'étudiant finissant de pouvoir embrasser directement, en plus du QHSE, de pouvoir embrasser directement une carrière. Toutes les autres, c'est plus théorique. Ils m'ont dit non, que ce n'est pas prévu, donc mais bon, on verra avec le décanat ou avec la direction ce qui est faisable. Donc, l'année suivante, ben, ils ont décidé de pouvoir l'intégrer sur mes conseils et ils m'ont sollicité pour pouvoir donner ce cours-là. Donc, j'interviens en master en droit politique de l'environnement juste pour pouvoir apprendre aux étudiants comment devenir ou un apprenti expert en évaluation environnementale. Donc, il y a d'autres que j'ai reçus en cabinet, il y a d'autres qui essaient de pouvoir faire carrière dans ce domaine-là,
qui sont également dans d'autres cabinets ou dans l'administration en tant qu'experts ou en tant que stagiaires en évaluation environnementale. Donc, rapidement, voilà un peu quelques grandes lignes. On reviendra dans les questions-réponses. Voilà un peu quelques grandes lignes de la métamorphose, comment est-ce qu'on peut passer du droit des affaires en alignant toute une série de casquettes en environnement, notamment expert en gestion de l'environnement, expert en évaluation environnementale, expert judiciaire en environnement, enseignant en environnement ou également juriste environnementaliste. Donc, vous avez toutes ces casquettes-là que vous pouvez développer si jamais vous décidez de pouvoir faire le droit de l'environnement et puis continuer en évaluation environnementale. Pour clôturer ceci, je vous avais au début dit que j'avais fait une seconde CD et puis un probatoire D. Bon, là où cela m'aide actuellement dans mes pratiques, c'est que l'environnement, c'est un monde très, très scientifique. Les gens me posent toujours la question, comment se fait-il que toi, tu es parti du droit et que tu es vraiment dans l'environnement, que tu maîtrises toutes les grandes notions scientifiques. Non seulement le background que j'avais au collège m'a permis de pouvoir faire de l'autodidacte. Donc, c'est pour vous dire que pour réussir dans la vie, il faut pouvoir faire de l'autodidacte. Donc, aujourd'hui, lorsque je confie des missions à des experts en faune, des experts en flore, des experts en chimie de l'air, mais comment est-ce que je pourrais savoir si le travail est bien fait ou le travail est mal fait? Donc, du coup, il faudrait que j'ai des notions en caractérisation de la flore, en caractérisation de la faune. J'ai des notions pour ce qui concerne tous les équipements d'analyse, les notions d'analyse des résultats, d'analyse de l'air, d'analyse de l'eau, et également que je puisse avoir des notions pour ce qui concerne la géographie, le cycle, pour donner les orientations ou faire les thèmes de référence sectoriels à mes consultants. Donc, ce qui permet d'avoir une pléiade de domaines dans lesquels tu peux vouloir exceller ou dans lesquels tu as des notions qui te permettent de pouvoir être un bon entrepreneur. Je vais parler un peu de la gestion de l'entreprise parce que ça, mais bon, on pourrait le voir plus tard, mais c'est également un gros aspect d'être un entrepreneur fondateur d'un bureau d'études, d'être un entrepreneur, rédiger les contrats, signer les contrats, tout cela, c'est le droit, négocier les contrats avec les clients, exécuter le contrat, suivre tout le processus de qualité, voir l'organisation et puis gérer tout un projet. Mais ça, on n'apprend pas forcément à la fac de droit. Donc, ce sont des acquisitions qu'on essaie de faire en renforçant nos capacités, soit en faisant de l'autodidacte. Donc, voilà, mais bon, vous allez reconnaître quelques conseils que j'ai pu donner dans ces interventions. Mais ce que je voudrais vous donner comme conseil principal, c'est que ne vous focalisez pas ou ne vous accrochez pas à ce que ne vous accrochez pas tout de suite au métier classique du droit. Notez qu'au-delà de ces métiers classiques-là, vous avez une grande ouverture en termes de cursus en droit des affaires, comme Olga qui est fiscaliste, comme Fabrice qui est consultant en transparence internationale ou en lutte anticorruption, ou comme notre ami Sylvestre, quoique avocat, mais il est formateur, et puis il est sur tout ce qui est compliance, banque, assurance, etc. Et puis croyez en vous et accrochez-vous à votre détermination et dites-vous que si vous avez échoué une fois ou deux fois, ce n'est pas la fin du monde. Les meilleurs juristes aujourd'hui, les grands aujourd'hui, ils n'ont pas connu un cursus sans faille. Ils ont eu à trébucher et puis c'est ça qui vous forme pour pouvoir devenir un grand de demain. Donc, je vous remercie et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et également interagir avec les autres panélistes. Merci. Ben, Joël, je te dis merci à toi et aux autres collègues. J'avoue que pour moi, qui suis censé être modérateur, je ne sais pas s'il fallait que je prenne note studieusement en tant que participant ou s'il fallait que je me laisse séduire par la qualité de vos interventions et aussi la qualité des propos et des connaissances que vous nous transmettez. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous écouter tous les quatre. En ce moment précis, nous avons prévu de terminer le webinaire à 17h. Ce que je propose comme démarche,
pendant que je constate que nous avons 5 collègues qui ont posé des questions dans le chat, c'est que dans la mesure du possible, effectivement, ceux qui ont des questions à poser, vous cliquez sur en haut, vous devez voir question and answers ou bien questions-réponses quelque part en haut. L'idéal, c'est que vous glissiez vos questions là-bas. Je constate que M. William Israël, par exemple, nous remercie. Et j'aimerais savoir si l'inspiration que nous recevons de nos encadreurs aura des agissements positifs sur nous. Évidemment, c'est des agissements positifs de mon point de vue. Maintenant, sous quel angle précis, je ne sais pas. Il y a une question très directe qui dit, existe-t-il des structures établies qui permettront de s'épanouir dans le droit de l'environnement? Je propose que Joël note cette question-là et que lorsque je lui redonne la parole, qu'il y réponde. Monsieur Padé nous remercie pour la qualité des interventions. Nous le remercions aussi de nous avoir suivis. Alors, ce que je propose, à part cette question de Monsieur Padé à laquelle Joël répondra quand le moment viendra, c'est que ceux qui ont des questions à poser lèvent la main et que je puisse leur donner la parole. Chers amis, vous devez y aller très directement. Nous vous remercions de nous suivre. Vous nous remerciez pour l'initiative du webinaire. Lorsque vous prenez la parole, vous posez une question directe et après 2 minutes, avec votre permission, je vous retirerai la parole. C'est vraiment une règle que nous suggérons pour que le maximum de personnes puissent poser des questions et surtout que les personnes qui participent à ce panel puissent nous donner à nous tous, y compris à moi qui suis modérateur, le meilleur de ce qu'ils ont préparé pour nous. Alors, d'ores et déjà, je vais vérifier dans la liste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait levé la main? Pas encore. S'il vous plaît, usez de votre... Monsieur William Israël a levé la main. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut lever la main? Pendant ce temps, Monsieur Israël, prenez la parole. 2 minutes, s'il vous plaît, maximum pour votre question. Oui, monsieur. Oui, j'aimerais poser la question directement à Madame Olga. Elle avait parlé l'autre de la comptabilité et puis de faire les efforts concernant l'anglais. Par exemple, moi, je n'ai pas pu me fier beaucoup plus à l'anglais, mais arrivé à un moment, j'ai su que l'anglais était plus important et je me suis lancé, mais je ne crois pas si je pourrais en arriver jusqu'au point où je vais me débrouiller normalement parce que j'ai des ambitions qui sont un peu au-delà de mes compétences. J'aimerais savoir, est-ce que plus tard, elle s'est engagée dans la comptabilité et puis dans l'anglais, par exemple, elle a fini quand même normalement par comprendre l'anglais et puis la comptabilité? OK, merci bien. Madame Olga, est-ce que vous avez dit que, effectivement, vous aviez négligé, mais comment est-ce que vous avez pu vous rattraper? C'est un peu le sens de la question de Monsieur William Israël. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre la parole? La personne voudra bien lever la main et puis nous la lui donnons. Monsieur Eric Padé, c'est nouveau, c'est à vous. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend bien. OK. Ouais, donc, je voulais aussi, dans le sens de la question précédente, la poser aussi à Madame Olga Akapoui. C'est elle qui m'a invité, que je la remercie d'ailleurs pour cette belle initiative. Et ma question était de savoir, en fait, c'est lorsque, en fait, pour avoir toute cette possibilité que vous avez eue, les différents intervenants tout à l'heure, en fait, la qualité de leurs échanges et tout ça. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire l'université de Lomé. Mais est-ce que la transition est facile? Et comme pour aller dans le sens de la question qui a été posée tout à l'heure, de savoir si, en fait, on se rendait compte en cours de chemin, vu que cette notion d'autodidactie qui a été évoquée, est-ce que ce ne serait pas un risque, par exemple, de l'employer directement dans un emploi? Et quel conseil, en fait, aujourd'hui, vous pourrez donner à, je ne sais pas s'il y a des jeunes, comme je suis d'accord avec le premier intervenant qui disait qu'on apprend tous les jours, est-ce que ce ne serait pas un risque de vouloir l'appliquer directement dans un métier qu'on occupe aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on peut négocier cette transition, en fait, pour viser un emploi qui pourrait peut-être serait hors de notre portée ou qui n'est pas forcément lié à notre domaine de compétences initiales? Merci. Est-ce que vous pouvez résumer en une phrase encore votre question, s'il vous plaît? C'est de savoir est-ce que la transition professionnelle, au fait, le fait de vouloir la faire directement, quels conseils est-ce qu'ils peuvent donner, par exemple, lorsqu'on veut effectuer une transition ou qu'on se rend compte que si, par exemple, il nous manquait l'anglais, comme ça a été souligné là tout à l'heure,
pouvoir l'appliquer, viser un poste un peu plus ambitieux, quel conseil il pourrait donner aux jeunes? Je sais pas si C'est bon, merci, c'est bon. Merci pour votre disponibilité à vous. Quand je donne d'abord la parole à M. Joël Aguemelo pour répondre à la question sur l'environnement et puis éventuellement placer un mot sur... donc, je précise que la question, c'est... il y a une autre question qui dit « Quelles sont les activités ou travaux d'un juriste en entreprise qu'on ne trouve qu'en étant sur le terrain ?» Existe-t-il des structures établies de droit qui permettront de s'épanouir dans le droit de l'environnement? Voilà. Joël voudra bien répondre à cette question précise. Après, les autres, de façon générale, sur comment est-ce qu'il faut s'adapter pour l'anglais ou comment effectuer la transition ou quelles sont les activités ou travaux d'un juriste en entreprise qu'on ne trouve qu'en état sur le terrain. Avec la permission des panélistes, je vais donner la parole donc d'abord à Joël, ensuite à Fabrice, enfin à Olga, en sachant que Sylvestre a une occupation, il nous rejoindra éventuellement après. Joël, là encore, je te donne, Joël, 3 minutes, s'il te plaît. Merci, monsieur le modérateur. Donc, d'abord, pour écrire KDC Nova, il faut noter qu'il y a plusieurs structures qui emploient aujourd'hui les experts en environnement, y compris les juristes environnementalistes. Parce que lorsque vous voyez des appels à recrutement qui concernent le domaine de l'environnement, on liste toute une série de profils, y compris le juriste environnementaliste, c'est-à-dire le géographe environnementaliste, le sociologue environnementaliste, le biologiste environnementaliste, etc. Et ils disent juriste environnementaliste et autres. Parce que l'environnement étant tellement pluridisciplinaire, on ne pourrait pas lister tous les profils qui sont liés à l'environnement. Bon, maintenant, si vous décidez, par exemple, de faire carrière dans la fonction publique, vous passez un concours de la fonction publique, que vous réussissez, sachez que dans la majorité ou des départements ministériels, il y a toujours un poste pour l'environnementaliste, pour le juriste environnementaliste. La majorité sont au niveau du ministère de l'Environnement et les directions associées ou centralisées, mais vous allez les retrouver au ministère des Travaux publics, au ministère de l'Agriculture, au ministère des droits de l'homme, parce qu'il y a le droit de l'homme et l'environnement, le droit à un environnement sain, au ministère des pistes rurales. Donc, vous les retrouvez un peu partout. Donc, au-delà de ceux qui veulent faire carrière dans la fonction publique, vous avez ceux qui travaillent dans les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de cabinets, de grands cabinets d'avocats commencent à recruter des juristes environnementalistes parce qu'ils savent qu'il y a de plus en plus de dossiers qui sont reliés au droit de l'environnement sur lesquels ils travaillent. Lorsque vous allez chez Maître Akrebro, par exemple, je crois qu'il a 2 ou 3 juristes environnementalistes au sein de son cabinet. Lorsque vous allez chez Marcel Akako, je sais qu'il a 2 ou 3 également juristes environnementalistes au niveau de son cabinet. Pour ceux que je connais, donc il y a d'autres cabinets aussi qui doivent avoir travaillé avec des juristes environnementalistes. Au-delà de ça, vous avez les bureaux d'études. C'est bien vrai, bon, nous, les bureaux d'études, on n'est pas si nombreux, mais vous avez des bureaux d'études au Togo, mais dans d'autres pays également, qui également travaillent avec des juristes environnementalistes. Et lorsque vous rentrez dans un bureau d'études, non seulement vous êtes formé à pouvoir faire l'évaluation environnementale, qui veut dire étude d'impact, audit environnemental, et puis maintenant, à faire tout le volet expertise en droit de l'environnement, c'est-à-dire à élaborer des tests dans le secteur de l'environnement, et puis à faire l'analyse stratégique ou à proposer un certain nombre de stratégies en matière du droit de l'environnement. Bon, il faudrait également noter que vous pouvez également travailler dans les entreprises de BTP. En ce moment-là, en tant que votre background de juriste environnementaliste, vous devez peut-être ajouter une formation supplémentaire en QHSE, parce qu'ils ont besoin là-bas d'un QHSE qualité, santé, sécurité, hygiène pour pouvoir contrôler l'environnement et la santé sur les chantiers. Bon, maintenant, ceux qui veulent travailler également dans le secteur bancaire, ils peuvent aller parce qu'on retrouve des juristes environnementalistes à la Banque mondiale, à la BAD, qui font l'analyse des dossiers de demande de financement. Parce que pour les dossiers de demande de financement, on fait une analyse de risque pour pouvoir savoir les risques environnementaux en faisant une veille juridique et réglementaire, en voyant tous les tests qui existent, qui feront en sorte
que financer un projet peut représenter un risque et ensuite proposer tous les outils derrière qu'il faut mettre en branle pour s'assurer qu'on peut financer ce projet en toute tranquillité. Et enfin, mais vous vous lancez comme consultant individuel, ce n'est pas le plus facile, ou vous créez votre cabinet d'expertise environnementale. Et ça, ce n'est pas le plus facile, c'est pourquoi j'ai dit enfin. Bon, la question qui me concerne également, c'est il y a une question sur la transition des compétences. Mais ce que je pourrais dire, d'abord, pour faire une transition, lorsque vous décidez, par exemple, de sortir du droit des affaires pures pour aller dans l'environnement, c'est bien vrai, il faut quand même un diplôme qui vous permettra de pouvoir comprendre le contexte et puis maîtriser les grandes notions. Maintenant, le diplôme ne fait pas de vous l'expert. Hein, le diplôme fait de vous un diplômé. Maintenant, lorsque vous avez la chance de trouver maintenant au boulot, lorsque vous décidez de pouvoir lancer en consultation, mais en ce moment-là, vous rentrez dans la pratique pour pouvoir apprendre un certain nombre de choses que vous n'avez pas eu la chance d'apprendre lors de votre formation initiale parce qu'on ne peut pas tout fournir. Et cet apprentissage, comme je l'ai dit, ça va par l'autodidacte. Vous lisez, vous vous confrontez avec les aînés, les supérieurs qui sont déjà dans le domaine, qui vont vous apprendre un certain nombre de secrets. Et en plus de ça, il y a un certain nombre de formations d'une journée, de 2 jours, d'une semaine en ligne, comme la formation que notre ami Sylvestre donne souvent, qui vous permet de pouvoir, ces petites formations-là, d'autres sont gratuites que vous allez trouver sur les sites des institutions, qui vous permettra de petit à petit de pouvoir faire votre panoplie de background pour évoluer dans le domaine dans lequel vous avez choisi de faire votre transition. Mais bon, toujours est-il que ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. Il faut avoir une force de caractère pour accepter de faire des transitions, de sortir de son domaine de confort pour aller embrasser un domaine connexe dans lequel vous pouvez, si vous bossez, vous pouvez exceller. Donc voilà, je crois que j'ai apporté les éléments à ces deux préoccupations. Bon, s'il y a d'autres, mais bon, je laisse mes autres collègues intervenir, puis je pourrai toujours reprendre la parole si le modérateur le permet bien. Merci. Merci Joël et à Fabrice à qui je donne la parole. Je sais que lui aussi il a une contrainte. Donc Fabrice, c'est à toi s'il te plaît. Merci, cher modérateur. Non, disons que oui, moi je voulais juste aller dans le même sens parce que je crois qu'un participant a posé la question de savoir si cette réunion peut avoir un impact sur eux, comment. Non, ça peut avoir un impact. C'est-à-dire, par exemple, Sylvestre a parlé des complaints. Est-ce que vous êtes intéressé par la fonction de complainte? Si oui, vous avez votre formation de juriste, alors il faut vous intéresser à la complainte si vous voulez aller vers là. Alors, il y a beaucoup de formations, que ce soit à la Banque mondiale, il y a des modules que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Vous faites ces formations-là, modulaires, gratuites. Ensuite, vous pouvez, avec le temps, aller à la certification. Il y a beaucoup qui donnent avec 100, 200 $, 150 $. Vous pouvez vous certifier après. Et maintenant, comme il a dit, vous rentrez dans le monde actif. Est-ce que vous voulez être un expert anticorruption comme moi? Oui, moi, droit international, j'ai étudié les instruments internationaux, mais ça ne suffit pas pour être un expert. Après, il fallait que je fasse des formations. Donc, je suis allé à l'IACA, qui est l'Académie internationale anticorruption de Vienne. Ensuite, j'ai fait des certifications. Donc, ces certifications et le fait que vous pratiquez tous les jours, vous êtes dans les réunions avec les grands, progressivement, vous devenez un expert. Donc, vous pouvez devenir aussi après, vous avez votre fonction de juriste et vous devenez un expert anticorruption. Vous pouvez décider, par exemple, d'être un juriste planificateur, comme je l'ai dit. Un juriste planificateur où vous pouvez appuyer les États à élaborer les stratégies. Par exemple, dans votre domaine, supposons que vous avez fait le droit public et vous voulez vous ajouter une formation en planification, vous êtes un juriste planificateur. Vous pouvez aider les États à élaborer les documents stratégiques, comme je le fais. Vous pouvez, est-ce que vous êtes intéressé par la fonction, par exemple, d'évaluateur de politique? Oui. Si oui, il y a la Banque mondiale, il y a l'UNITA qui a des formations, par exemple, sur l'évaluation de politique publique. Alors là, je vais là et je télécharge cette formation gratuite. Je reçois une attestation, parfois c'est un diplôme, et après, si je suis intéressé, je fais une petite certification, je rentre dans le monde actif et je deviens un juriste
spécialiste en évaluation de politique. Donc, on peut passer donc de ce domaine de compétences à d'autres domaines connexes et devenir un expert avec la force du caractère, avec la volonté. Et je pense que tous les collègues ici ont relevé tous ces aspects-là. Donc, je pense que tout est là, il faut juste la volonté et il faut la force du caractère, il faut apprendre, il faut accepter apprendre, il faut être humble pour se remettre en cause chaque temps. Et je pense que c'est à partir de là que on devient bien calé, bien expert dans son domaine. Voilà. Je pense que André n'est plus pour le moment avec nous. Il y a quelques questions qui ont été, je reprends la main, pardon, entre-temps. Il y a quelques questions qui ont été posées par le premier intervenant, M. Eric Padé-Nouveau, qui était adressé potentiellement à Olga. Donc, je ne sais pas si Olga a quelques mots à l'endroit de M. Eric en essayant de répondre à sa question. Merci, Olga. Oui, merci Eric. Avant Monsieur Eric, il y avait quelqu'un d'autre, je n'ai pas retenu le nom, qui avait posé la question de savoir ce que j'ai fait par rapport au manque, aux insuffisances que j'avais notées par rapport, avant de rentrer dans la profession, à savoir l'anglais et la comptabilité. Comment j'ai fait pour pouvoir corriger cela? Je pense qu'il y avait, voilà. Oui, donc, absolument. Pour ce qui, voilà, tout à fait, voilà. Pour ce qui concerne l'anglais, il faut dire que effectivement, dans le groupe où je suis jusqu'en 2009, on était, c'est un petit historique, on était sous la France, bon, en connexion derrière la France. À partir de 2009, il y a une structuration qui a fait qu'on a été connecté directement avec l'Afrique du Sud. Et c'est là que j'ai vraiment vu que les difficultés, bonjour les difficultés, parce que j'étais incapable de faire un mail de 2 lignes et de pouvoir l'envoyer moi-même. Il fallait que je le fasse relire par quelqu'un. Il fallait forcément, c'était inimaginable que moi j'envoie un mail. Et même le mettre en Google et l'envoyer, je n'osais même pas. Donc, j'ai eu des gens autour qui me poussaient, qui me disaient non, tu peux. Les anglophones, ils ne font pas attention aux fautes et autres. Donc, je me suis inscrite. Bon, je suis dans le cabinet, on a le cabinet dans lequel je travaille, mais beaucoup sur la formation. Donc, ils m'ont mis en formation. J'ai fait des cours au British Council. J'ai fait des cours, mais je n'étais pas très régulière parce que le travail en cabinet est très prenant, surtout quand on est jeune. C'est des heures, on ne maîtrise pas ses horaires, donc je n'étais pas très régulière au cours et tout. Et finalement, mon employeur, ayant vu un potentiel en moi, a décidé d'investir. C'est en ce sens que vers la fin 2009, ils m'ont envoyé en Angleterre. J'ai fait des cours intensifs dans une école à Oxford et je résidais dans une famille anglaise. Donc, imaginez quelqu'un qui ne parle donc, une famille des Blancs qui ne parlent que anglais, tu vas manger. D'ailleurs, c'est dans ce pays que j'ai su qu'on mangeait les pommes de terre sans les éplucher. Donc, j'ai découvert ça. Je peux vous dire que ce métier j'ai appris, j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, avec ce programme intensif à Oxford, c'est là où j'ai décomplexé en fait. C'est là que je me suis rendu compte que l'anglophone ne s'intéressait pas à nos fautes comme ce qu'on fait en français. L'essentiel, c'est qu'il puisse comprendre ce que je veux dire. L'essentiel, qu'il puisse comprendre le fin mot de ce que moi je veux dire. Et j'ai pu vivre en Angleterre le temps qu'il a fallu et je suis rentrée. Et partant de là, j'ai commencé. Aujourd'hui, je suis en mesure de rédiger, je fais des missions de due diligence et je rédige mes rapports en anglais. Jusqu'à ce jour, je continue d'apprendre. Hein. Pendant la COVID, mon employeur m'a pris un prof individuel. J'avais un prof à domicile qui venait me donner des cours, mais je trouvais toujours... Mais le travail prenant et la structuration de nos équipes font qu'il faut faire la revue quand on est à des niveaux, il faut faire la revue des plus jeunes, il faut former les jeunes et autres. Ce n'est pas évident. Donc, à un moment, j'ai pris les prétextes de COVID et autres. Finalement, j'ai dit non, ça ne m'arrangeait pas que la personne vienne pas. Finalement, j'ai mis stop. Mais là, de moi-même,
je suis inscrite actuellement depuis un moment à Kojo English. Et tout à l'heure, je faisais cours d'ailleurs, chaque samedi, dimanche de midi à 13h, j'ai cours dans un groupe de Kojo English. Et ça, dites-vous bien, cette fois-ci, je n'ai même pas dit à mon emploi, c'est ici que je lis, je le paie de ma poche. Parce que je me suis dit que parce que peut-être qu'on le payait pour moi, que je faisais tout pour ne pas vraiment parler. Je fais des calls aujourd'hui, je peux parler avec des clients, mais avec mon anglais, je n'ai pas le vocabulaire qu'il faut, je n'ai pas comment dirais-je, comment ils appellent ça? Je n'ai pas le ton qu'il faut et autres, mais je me fais comprendre. J'arrive à me faire comprendre, mais je voudrais pouvoir parler couramment. Donc, c'est dans ce sens. Donc, ce qui veut dire que je suis toujours dans ce processus, j'apprends toujours. Et là, je fais des cours avec Kojo English depuis un moment. Voilà. En ce qui concerne la comptabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la maîtrise, j'ai fait un 3e cycle, un diplôme de jurisconseil d'entreprise ici au Sénégal, un 3e cycle. Et dans ce programme, il y avait la matière comptable m'a retrouvée parce que si tu veux dire que tu es jurisconseil d'entreprise, il y a beaucoup d'aspects dans l'entreprise, dont la fiscalité qui était j'ai pris dans une des matières dominantes. Et il y avait aussi le module comptable. C'est là que je me suis vraiment intéressée, focalisée. Ce n'était plus bûcher juste pour venir déverser sous un bûcher rapidement pour avoir une note juste pour pouvoir passer. Mais c'est là que je me suis intéressée avec le Cisco ADA à connaître les comptes. Je ne suis pas comptable, je ne vais pas le connaître au fond. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le système anglo-saxon, la fiscalité, ce sont les comptables qui le font. Alors que nous, dans le système français, la fonction fiscale est faite par des personnes dédiées ainsi que la fonction comptable. Ce qui fait que quand nous, on est passé sous l'Afrique du Sud, les Sud-Africains ne comprenaient pas qu'ils t'appellent, ils te disent de faire ça, tu dis non, moi, je ne suis pas comptable parce que nous, dans notre cabinet ici, on a des comptables. Donc, ce qui veut dire que nous travaillons en symbiose. Nous avons des rites, c'est-à-dire des réunions intertechniques où nous débattons de sujets par exemple, sur un tel compte, sur un tel thème, le comptable vient expliquer sur un tel compte, ce que la démarche comptable et nous, en tant que fiscalistes, on amène l'approche fiscale et nous travaillons beaucoup en symbiose. Donc, dans ce sens, je dirais donc que le 3e cycle m'a permis de corriger certaines lacunes. Et étant donné que je suis dans un cabinet qui est structuré, j'ai mes collègues comptables, je peux être dans une mission. Si j'ai des doutes sur un compte, j'appelle le comptable de téléphone, je dis, mais regarde, j'ai vu tel truc, j'ai vu le sens dans un compte numéro tant, le chiffre est négatif, cela veut dire quoi? Et il me dit, non, si tu es dans tel compte, le compte de bilan tant et ça. Et donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Étant entendu qu'il y a toujours une revue derrière. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Pour la question de M. Eric concernant la transition professionnelle, je pense, je résume ce que j'ai compris. Si la transition professionnelle est facile, si par exemple on avait des lacunes en anglais, moi je ne dirais pas que ce n'est pas une transition professionnelle. C'est-à-dire que j'ai fait du droit à la base, mais en étant à la fac de droit, je n'avais jamais imaginé que je me serais retrouvée dans une matière fiscale qui est assez particulière, mais qui, le plus gros de la matière, c'est sur le terrain qu'on l'apprend, c'est-à-dire sur les bancs de la fac. On a les principes de base, mais c'est au quotidien, avec l'expérience. C'est avec l'expérience qu'on apprend, qu'on s'améliore, mais se mettre tout le temps à jour. Et l'anglais ne vient qu'en appui, en fait. L'anglais ne vient qu'en appui, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans la matière fiscale, mais je me dis, comme l'a si bien souligné les autres intervenants, l'anglais aujourd'hui, je me dis que si on dit que quelqu'un est illettré aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été à l'école. Dans l'encontre de notre génération, on te dit que tu es illettré, c'est parce que tu ne parles pas anglais. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci. Merci. Je ne sais pas si... merci Olga, merci beaucoup pour ton intervention. Je ne sais pas si André est toujours avec nous. Bon, André n'est pas avec nous.
Je suis là, Eric. Ah, d'accord. Je suis ok, là, ok. Eric, mais vas-y. Il n'y a pas de problème. Vas-y, Eric. Vas-y, c'est bon, vas-y. Non, non, alors, j'aimerais juste apporter une petite Vas-y. précision par rapport à une question pratique qui a été posée par M. Boukoulou Balakiem, qui demandait s'il y avait un groupe WhatsApp ou Telegram pour avoir les autres webinaires. À cette question, je vais répondre rapidement. Ma belle promo a une page Facebook. Le premier webinaire qui concernait les métiers classiques du droit s'y trouve. Donc, il faut juste que M. Boukouli et à tous ceux que ça intéresse se connectent sur Facebook en tapant ma belle promo en collé. Et donc, ils tomberont sur le premier webinaire qui concernait les métiers classiques du droit. Et celui-ci aussi est enregistré et sera mis sur cette même page plus tard, dans la semaine. Donc, voilà quelques précisions techniques que je voulais donner. Donc, je te laisse la parole, André, si tu as d'autres questions à poser ou d'autres préoccupations à faire part à nos chers panélistes. Ben, d'ores et déjà, je vérifie. Il n'y a pas forcément de questions dans le chat. Je pense que les présentations étaient claires. Et l'idée, ce n'est pas de toute façon de retenir les gens plus longtemps. On avait suggéré terminer à 17 h. Donc, moi, avec ta permission, Eric, je voudrais redonner la parole aux intervenants pour qu'ils fassent un peu leur mot de conclusion. Et puis après, je la redonnerai à Fabienne. Et enfin, toi, maintenant, s'il y avait des dispositions pratiques pour garder le contact, tu les donnes. Qu'est-ce que tu penses de la démarche? Parfait. Donc, je pense que je vais suivre un autre ordre, donner d'abord la parole à Olga, ensuite la donner à Fabrice s'il est là, et puis la donner enfin à Joël. Et avant, on vérifierait si Fabienne est là. Fabienne, j'espère que tu es là et que tu nous donneras ton mot. Voilà. Olga d'abord, Fabrice ensuite, Joël enfin. Pour vos mots de conclusion. Je voudrais juste remercier tous les participants. Vous remercier de votre présence, d'avoir pris de votre temps pour nous écouter. Nous n'avons certes pas abordé tous les sujets, mais c'était juste des pistes, surtout à l'attention de nos jeunes frères qui sont en fac de droit, des pistes pour les aider à avoir une idée de ce que le droit peut permettre dans la vie, c'est-à-dire ne pas seulement penser que je fais du droit, c'est pour devenir avocat, notaire, huissier, les métiers classiques du droit, en fait. Comme le disait, je pense que c'était notre professeur, le professeur Dipéré, en deuxième année, je ne sais plus, qui disait que le droit mène à tout, comme le Sylvestre l'a dit tout à l'heure. Vraiment, le droit mène à tout. Le droit est au cœur de tout. Merci. Joël, tu as quelque chose à ajouter en mot de conclusion? Bon, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont présents jusqu'à maintenant parce que ce n'est pas évident de pouvoir suivre des webinaires et être assez assidu. Bon, je tiens à les remercier. Et puis, pour conclure, je voudrais leur dire qu'il faut, une fois jamais, être déçu parce que vous avez eu à échouer, à connaître des échecs lors de votre cursus. Il faut savoir que peut-être c'est pour pouvoir mieux rebondir ou il y a d'autres opportunités qui vous attendent derrière. Pour la petite histoire, j'ai recroisé plusieurs fois Maître Dobros qui a refusé de m'accorder le rond-point là pour que je sois avocat. Et puis chaque fois, il me dit, mais bon, quelque part, je t'ai fait du bien parce que ce n'est pas sûr que si tu devenais avocat, mais bon, tu pourrais exceller comme tu le fais maintenant dans le monde de l'environnement où tu es connu un peu partout, on entend parler de toi et que ça, c'est le monde de l'avenir pour ça, mais bon, l'environnement, maintenant, c'est partout. Donc, du coup, après, il me dit, comme excuse, mais bon, je t'ai fait quand même du bien de faire en sorte que tu ne sois pas avocat. Donc, c'est pour vous dire que même s'il y a un échec, il faut dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, peut-être derrière que vous avez un autre succès, c'est pourquoi, mais bon, ce n'est pas la route qui est tracée pour vous. Et enfin, ceux qui vont choisir comme cursus le droit de l'environnement ou faire un master en droit de l'environnement, sachez que, mais bon, on gardera le contact par le biais de ce réseau, que mon cabinet vous serait largement ouvert pour, de toute façon, mais si vous le faites ici, c'est sûr que vous allez me rencontrer
en cours comme enseignant, mais le cabinet sera ouvert pour les meilleurs pour un stage et voir, mais pourquoi pas, mais pour ceux qui veulent faire carrière dans le droit de l'environnement ou en évaluation environnementale. Si vous êtes bon, mais bon, on peut vous intégrer au sein de notre cabinet. Merci. Madame la Présidente. Oui. Merci, Eric. Je voudrais dire à la suite des intervenants un sincère merci à tous les participants pour la confiance. Je voudrais surtout leur demander les prochaines fois qu'ils auront l'information de notre webinaire d'une activité de Mabel Promo, de nous aider à passer des informations, à en parler autour d'eux dans leur réseau pour que nous puissions avoir plus de participants les prochaines fois. Si on peut atteindre la centaine, voire 200, je pense que ce serait très bien, que le maximum de jeunes puissent profiter de ces partages d'expériences gratuitement. Et quand j'ai essayé de voir un peu dans la messagerie, je pense que je n'ai vu que 2 ou 3 personnes qui ont donné leur contact et adresse. Alors, je prierai les autres de bien vouloir le faire et surtout, ceux qui souhaitent intégrer, on a un groupe avec les étudiants dans lequel on échange surtout pour leur donner des informations par rapport à nos activités qui les concernent. Si vous souhaitez intégrer ce groupe WhatsApp, nous vous prions de bien vouloir nous laisser vos contacts et surtout aller régulièrement visiter notre page Facebook pour pouvoir être au parfum ou au courant de tout ce que nous avons comme activité à votre endroit ou autre. Je voudrais également, je ne peux pas finir sans dire un grand merci à nos amis intervenants pour leur disponibilité et un big up à tout le monde et au prochain rendez-vous. Je vous remercie. Ben, écoutez, chers amis, je pense que c'est le lieu de nous remercier les uns les autres. Merci aux modérateurs que je suis, merci aux panélistes, merci à toi, Eric, merci à la présidente, merci surtout à tous ceux qui ont mis du temps de côté. À un moment donné, nous étions près de 45, donc merci à tous ceux-là qui ont mis du temps de côté pour participer à cette activité. Moi, je dirais simplement, ce n'est pas le début, c'est l'aventure qui continue. Et puis, voilà, que Dieu préserve notre santé. Et on reste en contact. À la prochaine, chers amis. Ciao, ciao. Merci à tout le monde. Donc, sur ce, je vais clôturer ce webinaire en souhaitant un bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci.